Quand ma femme m'a forcé à choisir entre les enfants et le divorce, je n'ai pas hésité à tout accepter. Seulement, dans ma vie antérieure, ma femme, en me forçant à donner de la moelle osseuse à mon cousin, nous a arraché notre fils de ses propres mains. Ensuite, pour consoler mon cousin déprimé, elle a même eu un enfant avec lui par fécondation in vitro, mais elle ne m'a plus jamais laissé l'approcher. Dans cette vie, mon cousin est toujours déprimé comme prévu, mais cette fois, c'est non. Je n'ai besoin ni de femme ni d'enfant. Serge, tu as obtenu la première place à l'examen d'entrée à l'université de toute la ville, et comme ta famille et ta femme sont occupées, remplis vite ton dossier d'inscription. La voix joyeuse du professeur m'a fait me lever immédiatement. Professeur, je veux postuler à l'Université de la Défense nationale pour faire de la recherche scientifique et contribuer au pays. Dans cette vie, je ne m'accroche plus à l'amour et à la famille que je ne peux pas récupérer. J'irai très loin. Je ne reviendrai jamais dans la capitale. Le professeur était encore surpris. Tes notes sont suffisantes pour la défense nationale, mais les études là-bas sont très dures. Tu pourrais ne pas le supporter. Tu devrais en parler sérieusement avec ta famille. Je n'ai pas donné plus d'explications. J'ai quitté la salle de classe, je suis allé directement au bureau des inscriptions d'à côté et, le plus vite possible, j'ai rempli tous mes vœux pour l'Université des sciences de la défense. Après m'être inscrit, je suis retourné à la station de radio où je travaillais. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant de temps en temps les travailleurs passer à vélo. Sur la table se trouvaient les brouillons et les manuels de préparation à l'examen d'entrée. En regardant ces images familières et anciennes, j'ai eu l'impression de rêver. J'étais revenu à la vie 2 mois auparavant. La première chose que j'ai faite a été de passer l'examen universitaire en secret, sans que personne ne le sache. Je voulais m'éloigner de cet endroit, ne plus être l'objet de la haine de toute ma famille. En regardant par-dessus le muret vers le ciel haut et lointain, mes yeux se sont remplis de détermination. Dans ma vie antérieure, je me suis accroché à un amour et à une famille pourrie, mais j'ai fini seul toute ma vie. Dans cette vie, je vivrai ma propre vie éclatante. Avant de finir mon service, je suis allé voir le directeur de la station. J'ai vendu mon poste à sa nièce pour une bouchée de pain. En recevant les 300 $ encore chauds, j'ai rejoint la foule qui quittait la station de radio. En sortant, j'ai aperçu de loin, sous un arbre, une silhouette en uniforme vert. Alice. En uniforme médical, elle avait un visage remarquable. Elle était belle et avait de la prestance. Ses sourcils étaient doux, mais son regard avait l'assurance d'une militaire. Même si elle se tenait juste là sans rien faire, elle inspirait confiance et sécurité. Vraiment, la chef Alice traitait très bien son mari. Elle venait le chercher et le ramenait tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, ce qui rendait les autres envieux. De plus, de peur que son mari ne se mouille, elle tenait un parapluie pour lui éviter le moindre désagrément. Je n'avais jamais vu une femme aussi attentionnée. Au milieu des moqueries, je ne ressentais plus la honte d'avant, seulement une douleur intérieure que je ne pouvais pas contrôler. En voyant Alice devant moi, j'ai réalisé qu'après toute une vie d'injustice, j'étais vraiment revenu 40 ans en arrière. Réprimant mon malaise, je me suis approché d'Alice. Rentrons à la maison. Alice a naturellement pris mon bras, s'est un peu penchée sur le côté et a dit d'une voix douce « Tu n'as pas l'air en forme ? Tu es fatigué ?» J'ai admiré son visage doux et magnifique et je suis resté silencieux un instant. « Oui, fatigué. Reposons-nous un peu dans la voiture. » Papa a dit que ce soir il y a une fête d'anniversaire pour Jacques. Jacques aime ce que je cuisine. Il veut que je prépare 8 plats et une soupe. Mon cœur s'est serré. Jacques est mon cousin. Et aussi la personne qui m'a sauvé de la noyade quand j'étais allé au village avec mes parents, la mère de Jacques. Mes parents lui en ont été reconnaissants, alors ils ont ramené Jacques pour s'occuper de lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon monde change à l'arrivée de Jacques. Je ne sais pas depuis quand, mais chaque fois que je voyais Jacques, même s'il se montrait têtu, je devais céder. Céder mes vêtements, céder ma chambre, céder mes parents, et même céder la place à l'université pour laquelle je m'étais tant battu. Tout pour Jacques, même Alice, ma femme. Auparavant, alors que je discutais distraitement avec mes collègues, j'ai dit que mon plus grand regret de toute ma vie était de ne pas pouvoir épouser Alice. À côté de moi, mes collègues me regardaient attentivement. J'ai pris une profonde inspiration, en essayant de garder mon calme. Alice, demain la station de radio doit remettre le rapport annuel et ce soir on va me questionner, donc je n'aurai probablement pas le temps de préparer le dîner. J'ai suggéré prudemment, pourquoi ne dînerions-nous pas à l'hôtel Luna? Mais Alice a secoué la tête. Tes parents savent que tu es occupé, mais l'anniversaire de Jacques ce n'est qu'une fois par an. Ils s'occuperont des ingrédients, tu n'as qu'à cuisiner. Je reviendrai t'aider avec le brouillon. Je n'avais plus la possibilité de refuser. Dans ma vie antérieure, c'était aussi comme ça. Quelle que soit la demande de Jacques, la famille se pliait toujours en 4. Même quand Jacques a voulu qu'Alice lui fasse un enfant, elle a fini par exaucer son vœu. De retour à la maison, après la procédure de fécondation in vitro, je suis entré fatigué dans la cuisine et j'ai vu tous les ingrédients éparpillés par terre. Personne n'avait rien préparé. J'ai tout ramassé et alors que j'allais laver les légumes, j'ai remarqué que le tablier fraîchement lavé était resté suspendu dehors. Je me suis vite lavé les mains et je suis sorti, mais en passant devant la porte, je l'ai vue entrouverte. Jacques portait la chemise que j'avais mise pour notre mariage.
Il serrait Alice dans ses bras, les yeux légèrement rougis par l'émotion. Alice, je rêve encore que ma mère me presse de me marier. Ma dépression semble ressurgir. Je ne veux épouser que toi. Quand je pense à épouser une autre femme, je n'y arrive pas, je perds le contrôle. J'ai envie de me faire du mal. Les médicaments ne fonctionnent pas. Alice, suis-je si horrible? Tu me détestes? En entendant cela, mon cœur s'est brisé. Après toute une vie, je connaissais presque parfaitement la réponse d'Alice. Mon instinct me disait de tourner les talons, mais sa réaction douce et son tendre « je t'aime » sont arrivés juste à ce moment-là. Moi aussi, je t'aime, 4 mots doux qui m'ont frappé en pleine poitrine. Je n'avais jamais vraiment compris. Certes, notre mariage était arrangé, mais Alice était tombée amoureuse de moi dès notre première rencontre. Elle avait promis de m'être fidèle toute sa vie. Nous avions aussi partagé des moments tendres. Elle était l'épouse idéale aux yeux de tous. Alice m'aimait à en mourir. Une fois, lors d'une mission, elle a été gravement blessée et a failli y passer. L'hôpital avait baissé les bras. Je suis resté à son chevet 3 jours et 3 nuits, lui parlant pendant son coma. « Alice, si tu meurs, j'épouserai quelqu'un d'autre sur le champ. » Elle s'est réveillée, m'a serré la main très fort. « Chérie, j'ai eu tort. Je promets de rester avec toi toute ma vie, de bien prendre soin de toi. Ne me quitte pas. » Tout le monde disait qu'Alice aimait son mari au point de se battre contre le diable lui-même. Mais pourquoi tout a-t-il changé après sa rencontre avec Jacques? Quelle est la différence entre Jacques et moi? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais vraiment pas. Maintenant que je revis, je ne commettrai plus jamais les mêmes erreurs. J'ai eu un rire sarcastique. Sans ramasser le tablier, je suis descendu, le cœur rempli d'une nouvelle détermination. J'allais attendre ma lettre d'admission à l'université et puis je partirai. Dans ma vie antérieure, Alice a aimé sans retour. Dans celle-ci, je la libère. Après 3 heures de travail solitaire en cuisine, j'ai enfin terminé. Au moment de servir le repas, mes parents étaient déjà arrivés. Sur la table, il y avait un magnifique gâteau rose et ils entouraient Jacques en lui coupant de la pastèque. Jacques a délibérément mordu dans la tranche de pastèque d'Alice. En riant innocemment, « Je l'ai goûté pour toi, c'est très sucré. » Je me suis contenu et j'ai poussé la porte pour entrer. En me voyant, l'expression de Jacques a changé. Il a jeté la pastèque et s'est agrippé à Alice en pleurant. « Serge, tu peux divorcer d'Alice. » Toute la pièce est tombée dans le silence. Mes parents ont continué leurs occupations comme si de rien n'était. Personne n'a grondé Jacques. Personne n'a interrompu le bonheur des autres. Seule Alice me regardait, l'air triste mais résolu. Je l'ai regardée remplie de déception. Toi aussi, tu es d'accord pour divorcer? Très bien, alors allons remplir les papiers du divorce. Après avoir dit cela, j'ai tourné le dos et j'ai commencé à partir. Alice, paniquée, m'a suivi et m'a tiré par le bras. Non, je ne veux pas divorcer. C'est juste que Jacques est gravement déprimé et qu'il ne faut pas le perturber. Je voulais t'en parler calmement ce soir. J'ai retiré ma main, pas besoin d'explication. Je suis très sérieux au sujet du divorce. Dans ma vie antérieure, Jacques voulait aussi qu'Alice divorce de moi, mais je n'avais pas accepté. À ce moment-là, je pensais que j'avais déjà trop cédé. Je ne pouvais pas perdre la dernière personne qui me restait. Résultat, même si Jacques n'a pas atteint son but, il a quand même ruiné ma relation avec Alice. Notre vie de couple, en quoi était-elle différente de celle d'un veuf ou d'un divorcé? Serge ne dit pas de choses si amères, s'empressa de dire Alice d'une voix angoissée. Je ne dis pas de choses amères. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'y ai clairement vu son inquiétude. Un instant, je n'ai pas su si je devais ressentir de la pitié ou l'envie de rire. Chaque mot libérait l'injustice accumulée au cours de 2 vies. Il y a 6 mois, Jacques a eu une leucémie. J'ai donné mon sang et ma moelle osseuse pour le sauver. La convalescence a été longue. Tu as dit que la maison n'offrait pas d'aussi bonnes conditions que le dispensaire et tu voulais que je m'y rétablisse, mais 3 jours ont passé et tu n'es venu me voir qu'une fois guéri. Le médecin m'avait autorisé à sortir 2 heures plus tôt. Devine ce que j'ai vu en rentrant à la maison. Alice est soudainement devenue blême, a tendu les bras et m'a serré fort dans ses bras. Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle dit. Elle a raconté que ce matin-là, Jacques avait eu une grave crise de dépression, qu'il s'était tailladé les poignets en secret et que c'était pour ça qu'elle l'avait juste consolé et pris dans ses bras un instant, sans rien faire de plus. Oui, bien sûr, vous n'avez rien fait. Je l'ai interrompu brusquement, en la repoussant d'une main. Mon cœur a explosé sous la douleur accumulée de 2 vies. Mais tu m'as dit que tu étais occupé par le travail, et pourtant tu as cuisiné et lavé le linge de Jacques. Même quand il a profité d'une chute pour t'embrasser dans le cou, tu ne l'as même pas repoussé. Je ne voulais pas étaler toute la vérité, mais ils étaient allés trop loin. Alice, voyant ma tension, a pris doucement ma main. Serge, calme-toi. Nous sommes mari et femme. Nous avons juré devant l'organisation de vivre ensemble toute notre vie. Ce que j'ai avec Jacques, c'est juste de l'affection fraternelle. Celui que j'aime, c'est toi. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, j'ai retiré ma main brusquement, les yeux rouges, la voix rauque. Alors, peux-tu couper les ponts avec Jacques dès aujourd'hui? Alice n'eut pas le temps de répondre qu'un terrible boum retentit depuis la chambre.
Je me suis retourné et j'ai vu Jacques, hors de lui, se frapper la tête contre le mur. Serge, si tu m'enlèves Alice, je me tuerai devant toi. Il s'est cogné 2 fois de plus, le sang a commencé à couler et son visage s'est tordu de douleur. Mon garçon Jacques, tu as mal? Viens, je t'emmène au centre médical. Ne t'inquiète pas, mon grand, tonton va t'aider pour tout. Mes parents ont finalement arrêté de faire semblant et ont couru serrer Jacques dans leurs bras. Moi, je suis resté là, le cœur engourdi. Alice a hésité, puis a lâché ma main en évitant mon regard. Serge, crois-moi, je n'aime que toi. Elle a couru précipitamment vers Jacques et en regardant son dos s'éloigner, j'ai pensé au nombre de fois où l'on m'avait abandonné au cours de mes 2 vies. Peu importe à quel point j'essayais, je finissais toujours seul. Avec une famille et une femme pareilles, je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Je me suis retourné pour partir, mais Jacques s'est jeté sur moi et m'a frappé en plein visage. En esquivant, je lui ai rendu 2 coups de poing au visage. Mon père m'a frappé et a crié « À quoi tu joues? Tu veux pousser Jacques à la mort ?» Ma mère a soutenu Jacques, l'a consolé et m'a hurlé « Dégage ! Nous ne te considérons plus comme notre fils. » Avant, chaque fois que quelque chose comme ça arrivait, je m'inclinais aussitôt pour demander pardon parce que je désirais ardemment l'affection de ma famille. Mais cette fois, après avoir frappé Jacques, j'ai réprimé un sourire de satisfaction. J'ai regardé froidement les 4 personnes en face de moi et je me suis retourné pour partir. Derrière moi, la voix d'Alice m'a atteint. « Serge, tu n'es plus un enfant. Il n'y a pas de mal à faire la paix avec tes parents. Demande-leur pardon et fêtons ensemble l'anniversaire de Jacques. Ne gâche pas tout. » Je me suis arrêté, la poitrine serrée par la douleur. Pendant des années, mes parents ont toujours utilisé l'excuse de préserver l'unité familiale pour nous forcer à leur donner tout notre salaire, contrôler chaque centime pour le riz et la viande, et me faire cuisiner pour tout le monde. Quand je voulais m'acheter quelque chose de nouveau, même pour à peine 5 centimes, ma mère disait « Tu es déjà marié, ce n'est pas la peine d'être difficile ». Je ne voulais pas qu'on dise que la famille élevait un fils ingrat. Pendant ce temps, Jacques achetait des manteaux à des centaines de dollars, des baskets et des montres hors de prix. Ma mère riait « Mon garçon doit avoir ce qu'il y a de mieux ». Et maintenant, ils avaient tous oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui, mais peu importe, je m'en fichais. S'ils ne m'aimaient pas, alors je m'aimerais moi-même. Avec les 300 dollars que j'avais mis de côté grâce à un travail supplémentaire, je suis allé m'acheter un gâteau. J'en ai mangé quelques bouchées, c'était doux en bouche, mais amé dans mon âme. J'ai découvert qu'avoir la même chose que Jacques n'apportait pas le bonheur. Peut être que ce qu'il m'avait volé, je ne devais plus jamais espérer le revoir. Un goût métallique m'est monté à la gorge et j'ai vomi du sang plusieurs fois. Je suis allé au centre médical pour un examen. 1 heure plus tard, le docteur a dit que je n'avais qu'une légère commotion cérébrale. Le coup de mon père m'avait épuisé. Je suis sorti avec les résultats à la main et, à ma grande surprise, je suis tombé sur Alice. Elle tenait un document avec des lettres rouges bien en évidence. Demande de divorce. Nos regards se sont croisés. Elle l'a rapidement rangé dans son sac et souriante m'a pris la main comme si de rien n'était. J'ai entendu dire que Jacques a fait une rechute et qu'il a été hospitalisé. Tu viens spécialement pour lui rendre visite? Je savais qu'elle avait déjà tout décidé. Ton père t'a frappé parce qu'il était en colère que tu aies gâché l'anniversaire de Jacques. Allons dans sa chambre, présente-leur tes excuses et tout redeviendra comme avant, une famille heureuse. Je ne comprenais pas où j'avais fauté. Était-ce parce que je ne cédais pas à ma femme? Alice n'a pas discuté. Elle m'a traîné hors de la chambre. À peine nous sommes-nous arrêtés qu'une voix a retenti de l'intérieur. « Maman, est-ce que l'expérience de fertilisation nous donnera un garçon ou une fille ?» J'ai avancé, heurtant Alice, comme si une aiguille me transperçait. Je me suis redressé, les yeux rouges, et je l'ai regardé. « Tu m'as amené ici juste pour me dire que tu comptes avoir un enfant avec Jacques ?» Alice n'eut pas le temps de répondre que Jacques sortit en courant, suppliant « Serge, ne blâme pas Alice. C'est moi qui ai voulu avoir un enfant mignon et adorable. Nous suivons la politique d'amélioration génétique. Je ne veux ni me marier ni avoir de femme, je veux juste un enfant pour m'accompagner le reste de ma vie. Tu peux comprendre ça, n'est-ce pas, Serge ?» J'ai regardé froidement Alice, et d'une voix rauque, j'ai lâché. « Alors, tu as déjà accepté ?» Sous mon regard vide, Alice a éclaté en sanglots, nerveuse. « Serge, ne t'énerve pas. Ce n'est qu'une fécondation artificielle, c'est de la pure science. Entre Jacques et moi, il n'y a aucune relation. Nous sommes toujours innocents. » Je n'en pouvais plus. Finalement, j'ai brisé la dernière couche d'hypocrisie et j'ai éclaté d'un rire amer. « Vous allez avoir un enfant et tu me parles encore d'innocence? Est-ce que vous connaissez la honte ?» Je l'ai regardé, tremblant, la douleur brûlant en moi. Dans ma vie antérieure, Alice avait aussi prétexté une mission, disparaissant pendant des mois, et quand j'ai découvert la vérité, elle était déjà enceinte de l'enfant de Jacques. L'enfant était blanc, potelé, adorable. Dès sa naissance, tout le monde l'aimait et prenait soin de lui. Personne ne pouvait imaginer à quel point j'étais désespéré en voyant ce petit l'appeler maman. Eux, une famille de 3, heureux et unis, et moi, qui étais son mari, je ne pouvais même pas la toucher. Sans enfant. J'ai vécu seul jusqu'à ma mort. Même sur mon lit de mort, Alice riait avec l'enfant pendant qu'il préparait la fête d'anniversaire de Jacques.
En me souvenant de ça, ma décision de partir est devenue encore plus ferme. Cette fois, je ne baisserai pas la tête. Je me suis redressé et d'une voix glaciale, j'ai dit « Et si je te dis que je ne suis pas d'accord, Alice? Tu es ma femme, une médecin militaire. Si après le mariage tu continues de t'acoquiner avec ton beau-frère, papa, ne crains-tu pas qu'elle soit accusée de conduite immorale et dégradée de son rang ?» À peine avais-je fini de parler que les visages de tout le monde changèrent. Paf! Mon père s'est jeté sur moi et m'a donné une gifle brutale. « Tu es fou, Serge? Tu oses utiliser la réputation d'Alice pour la menacer? Tu veux détruire cette famille? » J'ai tourné la tête. L'enflure précédente n'avait pas encore diminué et je sentais déjà une autre zone me brûler. Lentement, j'ai couvert ma joue de ma main, la douleur se muant en froideur. Celui qui a détruit la paix de cette famille, dis-je lentement, ça n'a jamais été moi. Le silence a envahi la pièce. Soudain, Jacques a révulsé les yeux et s'est évanoui. Jacques, tout le monde a paniqué. Mon père, ma mère et Alice se sont précipités pour appeler le médecin. Toujours la même histoire. Chaque fois que je le confrontais, Jacques s'évanouissait juste à temps et, comme toujours, je finissais par être le coupable, obligé de m'excuser que je sois en tort ou non. En les regardant s'agiter dans tous les sens, j'ai juste eu un rire amer et j'ai quitté l'hôpital. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au dortoir du personnel de la station de radio. Avant l'examen d'entrée à l'université, j'avais déjà préparé tous mes papiers. Quand j'ai vendu mon poste, j'ai promis au directeur que je partirais dès que je recevrais ma lettre d'admission. En attendant, je pouvais rester pour former sa nièce au poste. 3 jours se sont écoulés et personne n'est venu me chercher. Être était-il trop occupé à prendre soin de Jacques sans se soucier que je ne sois pas rentré à la maison. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix profonde, sans avoir à me préoccuper de l'humeur de qui que ce soit, sans avoir à me démener pour plaire à qui que ce soit. Cet après-midi-là, j'ai rendu au directeur les supports de révision qu'il m'avait prêtés. Il a souri et m'a tendu un grand sac de pommes. « Tu as travaillé dur ces derniers jours, merci d'avoir aidé ma nièce. Quand ta lettre d'admission arrivera, je t'accompagnerai moi-même à la gare. » J'ai souri, sur le point de refuser, quand une voix anxieuse a retenti derrière moi. « L'examen d'entrée à l'université, Serge? Depuis quand comptes-tu passer l'examen d'entrée à l'université ?» J'ai gardé mon calme, je me suis approché d'Alice et j'ai menti avec naturel. « Non, pas moi. Le fils du directeur. » Elle a soupiré de soulagement sans poser d'autres questions et a dit « Serge, tu n'es pas rentré ces derniers jours. Papa m'a demandé de venir te chercher. » Non, ce n'était pas une demande, mais un ordre. Je ne voulais pas rentrer. Je savais trop bien ce que ça signifiait quand mon père me faisait appeler. C'était pour m'obliger à obéir. Mais j'ai pensé que je recevrais bientôt ma lettre d'admission. Encore un peu de patience et je pourrais m'enfuir de cet endroit, alors je me suis tu et je l'ai suivi pour rentrer. À peine étions-nous arrivés que mon père est aussi rentré du travail. Alice a hésité un moment avant de dire « Serge, prépare quelque chose de bon à apporter à l'hôpital. » Je n'ai pas répondu. Elle a insisté d'une voix douce « Papa et maman étaient juste en colère ces jours-ci, ne le prends pas à cœur. » Mon père est intervenu, me tendant une liasse de billets. « J'espère que tu as réfléchi. Tiens, achète ce qu'il faut et prépare un bon repas pour Jacques. Il est habitué à ta cuisine, il a maigri à l'hôpital. » Il dépassait vraiment les bornes. Chaque mot était comme une aiguille me perforant l'oreille. Dans ma vie antérieure, j'aurais pu être obéi pour Alice, mais maintenant, je n'avais plus rien à dire. J'ai simplement pris l'argent et j'ai tourné les talons. Quand on cesse d'espérer, plus personne ne peut vous blesser. J'ai acheté les ingrédients, j'ai cuisiné, j'ai mangé ma part, puis j'ai apporté le reste à l'hôpital. Depuis le couloir, j'entendais déjà des rires et des discussions provenir de la chambre. Mais à l'instant où je suis entré, l'ambiance est devenue glaciale. Ma mère a froncé les sourcils, a pris la boîte repas et m'a grondé. « Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Alice devait partir en mission après le repas de Jacques. À cause de toi, elle a dû le retarder. Sans me laisser parler, elle a poursuivi d'une voix froide. « Jacques est en convalescence, il ne pourra donc pas travailler. Laisse-lui le poste de la station de radio. Toi, prends une pause. » J'ai baissé le regard. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Dans cette famille, me demander de céder quelque chose à Jacques était devenu une habitude. Avant, ils m'ont forcé à lui donner ma moelle osseuse. Maintenant, ils voulaient aussi m'arracher mon travail. Même Alice a dû avorter l'enfant que nous attendions quand ils se sont servis de Jacques pour me menacer. Il m'avait promis « Serge, donne ta moelle juste cette fois pour sauver Jacques, et après nous ne te demanderons plus jamais rien. » Mais cette fois-là, j'ai perdu l'enfant que j'avais tant attendu. Ensuite, Alice a promis à Jacques qu'elle ne se remarierait plus et que moi, de toute ma vie, je n'aurais jamais d'enfant. Après 2 vies, en y repensant, mon cœur se glaçait encore. Voyant que je ne répondais pas tout de suite, mon père a répété « N'oublie pas que sans la mère de Jacques, tu serais mort depuis longtemps. Maintenant que Jacques a des ennuis, tu devrais te montrer reconnaissant. » Je suis sorti de ma rêverie avec un léger sourire. Oui, mais je suis très occupé ces derniers temps. Je dois faire des heures supplémentaires jusqu'à la fin du mois, et justement, à la fin du mois, je recevrai ma lettre d'admission à l'université. Alors je partirai d'ici. En entendant ça, ma mère a immédiatement dit « Alors continue de travailler. Finis ce que tu as à faire avant de céder le poste à Jacques. Jacques ne supportera pas la fatigue. »
Jacques, en entendant ça, a souri d'un air triomphant. Je n'avais plus le cœur d'assister à leur petite comédie du fils obéissant, mère comblée, alors j'ai fait demi-tour vers la maison. Je suis rentré à la maison à 20 et 1 heure. La chambre sombre et vide était comme une gueule béante qui m'avalait, me coupant le souffle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai allumé la lumière en entrant. Il ne restait que quelques jours avant que je reçoive la lettre d'admission. Je partirai bientôt d'ici. Tous mes documents étaient déjà au dortoir de la station de radio. J'ai sorti ma valise et j'y ai mis quelques vêtements essentiels. Mais à ce moment précis, Alice est rentrée, chose rare. En me voyant ranger des vêtements dans la valise, son visage a changé instantanément. Elle s'est avancée, agrippant fermement la valise comme si elle faisait face à un ennemi. « Qu'est-ce que tu fais avec tes bagages ?» J'avais déjà une excuse toute prête. Dire que c'était pour un déplacement professionnel de la station, mais à peine ai-je ouvert la bouche qu'Alice s'est empressée d'expliquer. « Tu es toujours en colère parce que Jacques voulait nous faire divorcer. Fais-moi confiance, à ce moment-là, je ne m'inquiétais que pour sa maladie. C'est toi que j'aime. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de la mère de Jacques. Il est de mauvaise humeur ces derniers jours, j'étais simplement à ses côtés. » Je l'ai interrompu doucement, conscient de ma situation avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai regardé Alice. « Alors, si tu ne quittes pas Jacques, trouvons un moment pour signer les papiers du divorce. » C'était la femme que je considérais comme mon tout, mais maintenant je n'attendais plus rien d'elle. Alice s'est soudainement crispée et m'a serré dans ses bras. « Non, ne dis pas ça, je fais ça pour toi, pour notre avenir. Tes parents et Jacques sont ta famille, ne sois pas en conflit avec eux. Si tu as besoin d'être rassuré, nous pourrons aussi avoir un enfant, d'accord ?» Je l'ai regardée avec un sourire amer. Dans ma vie antérieure, elle avait avorté à cause de Jacques et n'avait jamais parlé d'avoir des enfants avec moi. Maintenant, elle semblait vouloir m'offrir une piètre consolation. Je n'ai même pas eu le temps de refuser qu'Alice m'a séduit. Quand nous aurons un enfant, je ne penserai plus à Jacques. En voyant ses yeux pleins d'un mélange d'impuissance et de pitié, mon cœur s'est assombri. Ce n'est pas la peine. Maintenant, je veux juste me concentrer sur ma carrière. Je ne veux pas qu'un enfant soit un frein pour moi, et je ne veux pas non plus avoir d'enfant avec toi. Rien que d'imaginer l'enfant appelé Jacques Papa. Ça me dégoûte de te voir si calme. Alice a froncé les sourcils, épuisée. C'est l'effet que tu me fais, je me sens vaincu. Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu si ferme tout d'un coup. J'ai serré légèrement la main, mais je n'ai rien dit. Alice a pincé les lèvres et a soupiré, l'air défait. Elle s'est approchée, s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur les lèvres. Serge, ne redis plus jamais des choses pareilles. Comment pourrions-nous nous séparer? Nous nous sommes promis d'avancer ensemble, de nous soutenir l'un l'autre. Puis, d'une voix plus douce. Pour les enfants, si tu n'en veux pas, alors nous n'en aurons pas. Après quelques mots réconfortants, Alice a enlevé ses vêtements et est allée dans la salle de bain se laver le visage. En entendant la porte se fermer, j'ai pris une profonde inspiration, mis de côté toute émotion, et j'ai pris les vêtements déjà pliés au pied du lit, mais en dépliant la veste d'Alice, un papier et un sous-vêtement d'homme en sont tombés. J'ai tout de suite reconnu les affaires de Jacques, et le papier était la demande de divorce signée par Alice. Sans même réfléchir, j'ai su que tout ça était un coup de Jacques. Même si j'avais déjà décidé de la laisser partir, voir ces choses m'a poignardé en plein cœur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai remis le sous-vêtement dans la veste d'Alice, j'ai pris la demande de divorce, j'y ai apposé ma signature et l'ai mise dans ma valise. Cette nuit-là, 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis ma résurrection, et Alice et moi avons partagé le même lit pour la première fois. Je me sentais extrêmement misérable. Allongé sur le côté, face à elle, je suis resté silencieux et j'ai respiré profondément pour me calmer. Pour moi, cette enfance m'a accompagné durant 2 vies, des décennies de lumière et de ténèbres. Serge. En entendant la voix douce et féminine d'Alice, je suis brutalement revenu à la réalité. Son corps chaud et doux s'est pressé contre le mien, si rapidement que je n'ai pas eu le temps de réagir. Je me suis raidi, essayant de la repousser, mais j'ai alors entendu son murmure. « Serge, ces derniers temps je t'ai fait souffrir. Je suis désolé. » Ces mots ont réveillé une vague de tristesse contenue, bien que dans ma vie antérieure, j'étais déjà devenu insensible. Même si je n'avais plus de larmes à verser pour Alice, cette simple phrase « Je suis désolé » a suffi à faire jaillir toute l'amertume que je portais en moi. Je l'ai senti m'étreindre avec force, comme si elle voulait fusionner avec moi. Ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas serré dans ses bras comme ça. La dernière fois, c'était après une mission où elle avait failli mourir. Quand elle s'est rétablie, elle m'a serré ainsi dans ses bras, craignant de me perdre. J'ai fermé les yeux, retenant mes émotions. Si elle a si peur de me perdre, pourquoi m'a-t-elle laissé souffrir pendant 2 vies à cause de Jacques? Ceux qui commettent des erreurs doivent en payer le prix, mais malgré tout, je ne l'ai pas repoussée. Le lendemain, Alice m'a accompagné à la station de radio. En passant devant la zone militaire, on m'a arrêté. Elle s'est arrêtée. « Qu'est-ce que tu vas faire, Serge ?» Elle demandait avec méfiance. Je l'ai regardée. « J'ai une requête à présenter au commandant du district. » Alice s'est immédiatement tendue. « Quelle requête? Je peux la voir ?» J'allais répondre, mais à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant le portail. C'était mon père, ma mère et Jacques qui revenaient. En voyant Alice, Jacques l'a pressée.
tu avais promis de venir avec moi au mémorial de maman. Allons-y. Alice s'est vite écartée et m'a dit « Quand je reviendrai, nous irons ». Ils sont montés dans la voiture et sont partis précipitamment. Je les ai regardés s'éloigner, puis j'ai baissé les yeux sur la demande de divorce entre mes mains. Alice, nous n'avons plus d'avenir. J'ai immédiatement déposé la demande de divorce. Quand je suis retourné à la station, on m'a informé que ma lettre d'admission à l'université de la Défense était arrivée. J'ai tout de suite demandé l'autorisation de transférer ma résidence à l'université. Ensuite, j'ai acheté un billet de train pour 8 h du matin, 3 jours plus tard. Dans 3 jours, je couperai tous les liens avec ma famille et avec Alice. Quand j'ai terminé toutes les démarches, j'ai ressenti une paix immense. Même en retournant dans cette maison étouffante, je souriais encore, mais en entrant, mon sourire s'est effacé. La famille était déjà rentrée. Jacques était à côté d'Alice, leurs têtes rapprochées, riant et parlant avec complicité. En me voyant, Alice s'est redressée. « Serge, pourquoi es-tu rentré seul ?»« j'aille souri calmement. Je suis sorti du travail à 5 h et il est presque 8 h. » Alice s'est empressée de s'excuser. « La prochaine fois, j'arriverai plus tôt. » J'ai souri avec indifférence. Seule sa présence auprès de Jacques comptait pour elle. Comment aurait-elle pu venir me chercher? Mais elle semblait vraiment désolée. Elle m'a emmené me reposer dans la chambre et a promis de cuisiner pour moi elle-même. Je ne l'ai pas arrêtée, j'ai profité du peu de silence qu'il me restait. Un moment plus tard, la porte s'est ouverte. Mon père était là, une cigarette entre les doigts, la fumée diffuse. Sa voix était tranchante. Tu vois, l'état de Jacques ne s'améliore que lorsqu'il est avec Alice. Sinon, divorce une bonne fois pour toutes et laisse-la lui. La fumée m'a piqué les yeux. J'ai eu un rire amé. Père, souviens-toi que quand j'étais enfant, je pleurais rien qu'en sentant l'odeur du tabac. Il a rougi, conscient de sa faute, mais a quand même haussé la voix. Tu me fais des reproches? Je te préviens si tu te considères encore. Je l'ai interrompu froidement. Alors, dors séparé d'Alice. Ne provoque pas une autre crise chez Jacques. Les mêmes mots partiaux et injustes de ma vie antérieure. Quelle fatigue! Je ne voulais pas l'empêcher d'être heureux. J'ai dit à voix basse, dites à Jacques qu'il aura bientôt ce qu'il désire. Je lui laisserai tout ce qui lui revient quand je partirai. En me voyant céder, mon père a adouci le ton. Bien, c'est comme ça que je t'aime. Quand tu divorceras d'Alice, je te trouverai une meilleure épouse. Toute la famille vivra en harmonie. Il a tourné les talons et il est parti. J'ai souri avec ironie. L'harmonie familiale. Père, comment pouvez-vous dire ça? Finalement, j'ai simplement réprimé ma rage et répondu avec un sourire. C'est d'accord, je ferai ce que vous dites, père. J'ai serré le billet de train dans ma poche. J'étais vraiment reconnaissant pour cette nouvelle chance de pouvoir passer l'examen et d'avoir ma propre voix. Pendant les 2 jours suivants, Jacques est resté à l'hôpital. Il ne rentrait que le matin pour se reposer. Mon père, ma mère et Alice l'accompagnaient partout. Faire de l'escalade, des promenades en bateau et même prendre des photos de famille. J'ai été complètement ignoré. Une autre nuit est passée. Finalement, le jour de mon départ est arrivé. Il était 6 h du matin. Je me suis levé très tôt, excité à l'idée de me préparer un bol de nouilles. Je n'avais pas encore fini de faire frire les 2 œufs quand une voix a retenti depuis la porte. Jacques avait le bras autour d'Alice avec une familiarité qui ressemblait à une déclaration de propriété, et son ton assuré m'a fait ressentir une certaine crainte. Ce matin, l'hôpital a déjà ouvert le service des examens prénataux, a dit Jacques. Je suis resté paralysé un instant, pensant aux examens prénataux, à la fécondation in vitro. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti dans le salon. Dès qu'ils m'ont vu, Alice et Jacques se sont tus. Alice s'est avancée, a pris le bol de nouilles et me l'a tendu calmement. « Serge, tu as dit qu'à la fin du mois, Jacques te remplacerait au travail. Cet après-midi, je l'emmènerai à la station, ça te va ?» Je me suis souvenu de l'excuse que j'avais inventée. Dire que je faisais des heures supplémentaires à la radio juste pour occuper Jacques. Voyant son regard anxieux, j'ai hoché la tête sans changer d'expression. Alice n'a pas semblé y accorder plus d'importance non plus. Alors, nous irons au travail ensemble et nous reviendrons ce soir. Mes parents veulent fêter un peu le nouvel emploi de Jacques, a-t-elle dit. J'ai retenu un rire et j'ai répondu d'une voix douce. D'accord. Je sais déjà qu'il fête ou se fâche, rien de tout ça ne me concerne. À 8 h du matin, je prendrai le train qui m'emmènerait hors de la capitale vers l'université de la Défense nationale pour commencer une nouvelle vie. Alice a regardé l'heure, m'a posé quelques questions puis est allée se laver le visage. Je me suis assis pour manger mes nouilles. À ce moment-là, la voix basse et suffisante de Jacques a de nouveau retenti. « Serge, tu savais ? Aujourd'hui, Alice et moi allons faire le test de fécondation in vitro. Bientôt, elle portera mon enfant dans son ventre. Tu vois, tes parents, ta femme, ils sont tous de mon côté. Quand l'enfant naîtra, Alice et moi serons les parents. Et toi, tu passeras de baby-sitter à notre serviteur, à moi et à mon fils. Sans mariage, sans amour, juste la solitude. Si j'étais toi, je n'aurais plus le courage de continuer à vivre. Chaque mot, chaque syllabe était un rappel cruel de ma vie passée. J'ai terminé ma dernière bouchée. Je me suis essuyé la bouche et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne serai pas votre baby-sitter et je ne vivrai pas seul pour toujours car dans cette vie, je n'aspire plus à une fausse affection,
et je ne vois plus Alice comme mon unique salut. Quand je monterai dans le train et que je quitterai la capitale, j'aurai une nouvelle vie. Cette fois, je vivrai pour moi-même, je ne me rabaisserai plus jamais pour personne. Jacques a cru que je ne faisais que feindre la force et a ri avec encore plus d'arrogance. On verra bien. Quand Alice et moi sommes sortis, mes parents se sont aussi approchés. Alice a expliqué « J'irai avec Serge à la station de radio et vous emmènerez Jacques à l'hôpital. Si Serge s'assoit derrière avec vous, la voiture sera très à l'étroit. » Jacques était déjà sur le siège avant, souriant « Nous allons au service d'obstétrique. » Je pouvais entendre le ton suffisant dans sa voix, j'ai baissé le regard et je n'ai pas répondu. Alice a pensé que j'étais triste et a ajouté « Jacques va avoir un enfant et ça le rendra heureux, il ne tombera plus malade. Pourrais-tu le comprendre s'il te plaît ?» J'ai pris une profonde inspiration, je me suis assis à l'arrière et j'ai fermé les yeux pour me reposer. La banquette arrière était pour 2 personnes, maintenant nous étions 3, à l'étroit. Mais si Alice pouvait partager son cœur entre 2 hommes, pourquoi devais-je comprendre? La Jeep a avancé dans les rues matinales, au milieu des vendeurs et des gens qui se rendaient au travail. Jacques, choyé par mes parents, mangeait une autre brioche à la vapeur et, pour m'irriter, a demandé à Alice « Tu penses qu'on formera une famille heureuse ?» J'ai laissé échapper un petit rire. Alice m'a immédiatement regardé dans le rétroviseur. « Serge, qu'est-ce qui te fait rire ?» Mon visage affichait un sourire, mais mes yeux transpiraient le sarcasme. Tout le monde est heureux, moi aussi. Aujourd'hui, tout se passe sans accroc. Chacun obtient ce qu'il désire. Ma mère, ne remarquant rien, a souri. C'est bien comme ça, sans dispute, la famille sera plus harmonieuse. J'ai acquiescé. Tu as raison, maman. Bien que j'obéisse, seule Alice semblait mal à l'aise. Elle voulait dire quelque chose, mais ma mère l'a pressée. Allons, l'examen va bientôt commencer. Alice m'a demandé de prendre soin de moi et est partie précipitamment. Je l'ai regardée s'éloigner dans son uniforme militaire impeccable. Ma main sur le côté s'est lentement desserrée. Mes parents attendaient non loin de là. Leurs yeux ne suivaient que Jacques sans me regarder une seule fois. Quand la Jeep a redémarré, je les ai appelés « Alice, papa, maman ». Ils se sont retournés et j'ai dit lentement « Adieu ». À partir d'aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus. Et à cet instant, j'ai enfin ressenti ce qu'était la véritable liberté. Je ne suis plus un obstacle au bonheur de leur famille. En entendant mon accord, ma mère les a de nouveau pressés de partir, comme si elle ne voulait pas perdre une seule seconde. J'ai regardé l'arrière de la Jeep s'éloigner, la ruelle est devenue vide, puis je suis retourné au dortoir de la station de radio. J'ai pris la valise que j'avais apportée quelques jours plus tôt. J'ai tout vérifié une dernière fois, billets de train, papier d'identité, lettre d'admission à l'université. Tout y était. À 7h50 du matin, j'ai passé le contrôle des billets et je suis monté dans le train. À 8h pile du matin, le train a longuement sifflé, avec la détermination de laisser la capitale derrière lui. Concernant ma famille, je leur avais dit que l'embryon avait encore besoin de temps pour se développer, qu'il ne pouvait pas encore être implanté dans Alice et que nous nous reverrions 3 jours plus tard. En sortant de l'hôpital, Thiago a suggéré de se reposer un peu à la maison et de fêter ça le soir. Il voulait aussi inviter les voisins à partager un repas pour fêter le fait que Jacques et Alice allaient avoir un enfant. Pendant que mes parents s'occupaient entièrement de Jacques, Alice semblait perdue. La matinée avait été si mouvementée qu'elle venait seulement de se souvenir de mon attitude lorsque j'avais pris congé plus tôt. J'avais toujours été calme et têtu, le visage soucieux, mais ce matin-là je souriais sans cesse comme si je m'étais libéré d'un fardeau. Cela l'a rendue anxieuse, et Jacques a dû l'appeler plusieurs fois pour qu'elle réagisse. « Rentrons d'abord à la maison », a dit Alice en regardant le ciel. Elle m'avait oublié, ma sensibilité et mon besoin d'affection. J'étais toujours attentif à la façon dont elle prenait soin de moi. Voyant que l'état de Jacques était stable, elle aurait dû se préoccuper davantage de prendre soin de son mari. Jacques a immédiatement froncé les sourcils. « Serge n'a pas encore fini son service, tu peux rentrer d'abord. » Voyant Alice hésiter, il a ajouté « Nous pouvons faire la passation de service cet après-midi. Serge n'est pas encore prêt. » Mes parents ont aussi tenté de servir de médiateur. Oui, aujourd'hui Serge s'est très bien comporté. Ce soir on va juste chouchouter un peu. Avec quelques mots gentils, Serge comprendra tout. Puis ils ont poussé Alice à rentrer à la maison. Jacques était encore malade et se reposait dans la chambre, et mes parents, accompagnés d'Alice, sont allés acheter de la viande et des légumes. À midi, la rue était vide, et mes parents ont demandé à l'employé habituel de peser 10 kilos de viande. Le vendeur, encore à moitié endormi et agacé d'avoir été appelé, s'est rapidement animé en voyant mes parents. Il a coupé la viande et a dit « Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu faire des courses, ça fait un demi-mois que vous n'êtes pas passé. Vous avez probablement mangé dans un restaurant bon marché. » Mes parents avaient l'air confus, ne sachant pas où j'avais acheté la viande. Ma mère s'est irritée. Ce Serge, s'il n'y a rien à manger à la maison, il devient paresseux. Le vendeur s'est souvenu. Il y a un demi-mois, Serge a acheté un gâteau d'anniversaire. Cette famille l'aime vraiment, acheter un gâteau aussi cher pour fêter son anniversaire. Ma mère a été surprise. D'où a-t-il sorti l'argent? Est-ce qu'il l'a volé à la maison? Elle est entrée dans une rage folle, criant des choses cruelles de façon presque incontrôlable, sans se soucier des circonstances.
Alice a voulu intervenir, mais elle s'est souvenue qu'en réalité, je n'étais pas censé avoir autant d'argent, alors elle n'a pu que s'inquiéter. Elle s'est souvenue à quel point le dernier demi-mois avait été étrange. Un employé plus jeune est soudainement intervenu. Vous dites que Serge est à la station de radio. Il m'a vendu son poste, c'est pour ça qu'il avait de l'argent pour acheter un gâteau à 300 $. Mes parents et Alice sont restés bouche bée. Quoi ont-ils dit à l'unisson. Ils n'arrivaient pas à croire que j'avais passé l'examen d'entrée à l'université et que j'avais été admis. En entendant examen universitaire associé à mon nom, l'esprit d'Alice s'est embrouillé comme si elle était sur le point de perdre la chose la plus importante. Elle a rapidement saisi la main de l'employé. Savez-vous quand il l'a fait? C'était à la faculté d'agriculture. L'employé a secoué la tête. Je ne sais pas. Alice pensait que j'étais son mari, que nous rentrions toujours ensemble du travail et que notre relation était bonne. Comment pouvait-elle me demander une chose pareille? Elle est restée silencieuse. Au cours du dernier demi-mois, l'état de Jacques avait été instable. Il avait même essayé de se blesser. Et elle, ainsi que mes parents, devaient rester près de lui sans s'éloigner d'un pas. Tout ce qui me concernait, il l'avait ignoré jusqu'à présent. Moi aussi, j'attendais à la maison comme d'habitude, sans montrer de mécontentement, alors ils pensaient que je continuerais comme ça, à attendre leur retour, à prendre soin d'eux et à leur faire à manger. Surtout pour mes parents, j'avais appris à faire du bouillon d'os que je leur préparais chaque semaine, mais depuis un demi-mois, je ne le faisais plus. Alice est restée bouche bée et mes parents se sont fâchés, contrariés. Comment as-tu pu ne pas nous dire quelque chose d'aussi important? Ma mère me réprimandait en courant vers la maison, voulant me trouver pour tirer tout ça au clair. Mon père et Alice l'ont suivi rapidement, mais avant d'arriver à la porte de la maison, en passant par la zone militaire, on a appelé Alice. Alice, au sujet de ton divorce avec Serge, je dois t'expliquer clairement les choses. J'ai entendu dire que dernièrement, toi et le frère de ton mari entretenaient une relation ambiguë. Cela nuit à la discipline de l'unité. Alice s'est arrêtée net. Un divorce? Un divorce? Lui et moi, nous allons divorcer? Elle était horrifiée. Avec une expression grave, elle a dit « Ne dites pas de bêtises. Serge est mon mari, comment pourrions-nous divorcer ?» Le chef l'a regardé, surpris, et a jeté un œil au dossier. N'avais-tu pas déjà signé la demande de divorce? Le choc l'a laissée abasourdie. Elle pouvait à peine y croire. La main du chef tenait le papier froissé de la demande de divorce. C'était quand Jacques était malade. Alice l'avait écrite pour le calmer, pensant l'avoir bien rangée, mais elle ignorait tout ce qui avait suivi. Le chef a poursuivi d'un ton sévère. En transférant son dossier, Serge a clairement montré qu'il ne voulait pas revenir. On voit qu'il a été très blessé. Malgré tout, il n'a rien dit de mal sur toi. Pour ce que tu as fait, tu seras suspendu pendant 3 mois et tu suivras un cours d'éducation idéologique. Sur ce, le chef est parti, en colère. Alice est restée paralysée, le corps glacé, incapable de dire un mot. Ma mère, qui a sorti Alice de sa torpeur, a demandé déconcertée pourquoi Serge a-t-il transféré son dossier. Pourquoi n'est-il pas revenu avec nous? Mon père était également abasourdi. Alice a tenté de se calmer. Il a sûrement juste un peu exagéré. Serge ne nous abandonnera pas, il était peu être juste un peu en colère. Il pensait qu'avant qu'il n'entre à l'université avec un peu d'autorité, il pourrait simplement s'excuser et que tout rentrerait dans l'ordre. Alice a couru rapidement à la maison. Mes parents se sont regardés. Ils se sentaient encore menacés par Serge, mais ils savaient qu'ils avaient tort et ont décidé de rentrer préparer le plat préféré de Serge, des œufs brouillés au crabe de mer. En arrivant à l'entrée de leur maison, ils se sont arrêtés et ont affiché des expressions de regret. Alice s'apprêtait à ouvrir la porte quand soudain elle a entendu Jacques à l'intérieur parlant au téléphone d'une voix froide. « Je vous préviens, si vous parlez de comment j'ai poussé Serge et ma mère à l'eau pour le sauver, lui causant ainsi sa mort. Quand j'aurai fini de virer l'argent, vous ne recevrez plus un centime. Personne ne peut m'arrêter. Serge a eu de la chance jusqu'à présent. Quand j'ai simulé une dépression pour le pousser à la mort, c'est seulement comme ça que j'ai obtenu la moitié de l'assurance. À ce moment-là, je te contacterai pour transférer l'argent. » Chaque mot tombait comme un coup de tonnerre, faisant s'écarquiller les yeux de ma mère, qui pointait Jacques du doigt. Elle a ensuite regardé mon père et Alice, la bouche bée, incapable de prononcer un mot. Alice était pétrifiée. Les souvenirs de sa tristesse et de son désespoir ont refait surface. Son cœur semblait brûlé par le feu, son corps tremblait. Jacques restait arrogant, avertissant son interlocuteur. « Si je tombe, tu ne recevras rien. Tu comprends ?» Sur ce, il a raccroché. Jacques est sorti, prêt à descendre les escaliers pour attendre Alice, mais il est tombé sur les 3 qui étaient déjà à la porte. Il a sursauté, son visage a changé. « Ah, Alice, ma tante, mon oncle, pourquoi êtes-vous arrivé si tôt ?» Se souvenant de son appel précédent, Jacques a tenté de sonder le terrain. « Vous venez juste d'arriver ?» Ma mère était figée, sans dire un mot. Alice avait le visage rigide, glacial. Jacques a essayé de paraître calme. « Alice, qu'est-ce qui t'arrive ?» À peine avait-il ouvert la bouche que ma mère l'a bousculé. « Qu'est-ce que tu as dit ? Tu dis que tu as poussé Serge à l'eau et que tu as tué qui ?»
Jacques a pâli, réalisant que tout ce qu'il avait dit sur Serge avait été entendu par les trois. Il s'est empressé de clarifier. Non, je plaisantais juste avec de vieux amis. C'était pour de faux. Avant qu'il ait pu finir, Alice l'a interrompu. Tu voulais toujours que Serge meure? L'expression de Jacques trahit son trouble. Il a bégayé. Je peux expliquer. Mais alors qu'il essayait de reculer, ma mère lui a fermement saisi le poignet, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans sa peau. Alice, debout devant la porte, a dit d'une voix froide « Simuler une dépression, faire du mal à Serge, à nous, une chose après l'autre. Explique tout, point par point. » Le bruit provenant de la maison a attiré l'attention de tout le voisinage. Avant, ma mère craignait toujours que Jacques attire l'attention et ne laissait personne s'approcher. Mais cette fois, sur le pas de la porte, ils n'ont rien caché. Jacques, écrasé par tous les regards, a fait semblant de pleurer pitoyablement. « Ah, ma tante, mon oncle, ça fait mal, ça fait mal. » Mon père, qui auparavant s'attendrissait devant quelques larmes, l'a cette fois complètement ignoré. Il est entré dans la chambre pour chercher l'enveloppe d'argent. Elle appartenait à Jacques et y avait noté l'adresse d'un voisin du village pour le menacer et garder le secret. Ma mère s'est effondrée. « Jacques, pourquoi es-tu déprimé? Étant le fils unique de ma sœur, nous t'avons tout passé, et pourtant, tu es le responsable de la mort de ta mère en simulant une maladie. Et maintenant, tu veux encore faire du mal à mon fils? Est-ce que notre famille t'a fait quelque chose de mal ?» Jacques a continué de nier. « Ce n'est pas moi, pas moi. » En voyant ma mère sortir un carnet de notes, il s'est arrêté net et a essayé de le lui arracher. « Ne regarde pas. Ce n'est pas à moi. » Mais mon père l'a fermement retenu et Alice s'est avancée, empêchant le carnet de tomber par terre. Jacques a été pris d'une panique totale. Alice a ouvert le carnet. C'était le journal de Jacques. Aujourd'hui, Serge a ramené une fille. Il a dit que c'était sa copine Alice. Elle est vraiment impressionnante. Un jour, elle sera à moi. Serge pensait qu'Alice le protégerait, mais en réalité, j'ai fait semblant de me couper les veines pour qu'on le découvre et qu'Alice ait pitié de moi. Je ne suis pas allergique au pollen. Et alors, j'ai juste besoin de faire quelque chose qui fasse souffrir Serge. Qui lui a dit de partager des bonbons avec moi quand on était enfant? Il était si heureux. Il mérite bien d'avoir perdu ses parents par ma faute. Alice a lu chaque ligne, sentant son sang se glacer dans ses veines. Chaque phrase rendait son regard plus froid. En arrivant à la fin, ses yeux étaient rougis. Une colère et une froideur ont explosé en elle. Soudain, une gifle a frappé de plein fouet le visage de Jacques, qui a crié « Ma tante !» Il a tenté de se justifier avec ses pleurs fins, mais mon père a fait signe de le retenir. Jacques l'a repoussé. Cependant, Alice et sa mère ont rapidement soutenu mon père, se préparant à l'emmener à l'hôpital. Mon père a crié furieux « Emmenons d'abord Jacques au commissariat. Nous devons porter plainte. Voyons voir combien de choses il a faites pour nuire à mon fils. » Ma mère a sangloté. Où est Serge maintenant? Est-ce qu'il lui a fait du mal? Avant que les sanglots ne cessent, un témoin a dit « Serge va bien ». La police a écouté attentivement et a promis de vérifier les preuves une par une. Alice a baissé la tête devant le commissaire militaire. « Je suis désolé, c'était ma faute. » Le commissaire a soupiré. « Aujourd'hui, il est déjà parti en train pour l'université, loin d'ici. Cette fois, c'était vraiment le chaos, ça a affecté toute l'unité. Tu vas devoir accepter une sanction disciplinaire. » Alice n'a pas discuté, elle a seulement demandé à voix basse. « Puis-je savoir dans quelle université est Serge ?» Personne n'a répondu, même ses parents ne le savaient pas. On savait seulement que Serge avait dit qu'il ne voulait pas revenir, laissant son assurance et sa pension, et demandant que le secret soit gardé. Alice s'est assise par terre, accablée par la perte. Bien qu'elle soit militaire et ne pleure normalement pas, ses yeux étaient maintenant rouges et les larmes coulaient. La douleur était si intense qu'elle semblait y déverser toutes les larmes et les supplications de sa vie. Finalement, il a été confirmé que Jacques était le coupable. La preuve qu'il avait poussé son frère et sa mère à l'eau pour leur nuire a été vérifiée, entraînant la mort de sa mère. Jacques a dû aller en prison. Ma mère a pleuré de manière inconsolable. Elle pleurait sa sœur et en même temps souffrait d'avoir perdu la joie que son fils lui apportait. Mon père a quitté son travail d'ingénieur et est allé d'un endroit à l'autre en demandant où je me trouvais. Pendant ce temps, Alice est restée dans ma famille, prenant soin de la petite chambre que nous partagions, puis elle a voyagé partout dans l'espoir de me revoir. Cette fois, elle voulait seulement réparer ses torts. Quand je suis monté dans le train, me faufilant dans la foule pour trouver une place, j'ai finalement trouvé la mienne, mais quelqu'un y était déjà assis, une fille aux cheveux courts. Je me préparais à demander. Juste au moment où j'allais parler, elle s'est levée. « C'est votre place, n'est-ce pas ?» J'ai été stupéfait. J'ai hoché la tête et je lui ai tendu mon billet. Elle a souri. « Alors, asseyez-vous ici. » Alice s'est retournée et a réalisé que les bagages de Serge avaient déjà été déplacés plusieurs jours auparavant. Elle m'a aidé à placer les bagages dans le compartiment, puis m'a cédé la place, a glissé sa valise sous la table et s'est assise. Je l'ai regardée, surpris, et elle a souri. « N'aie pas peur, cette place est à moi. » Je suis arrivé tôt et des messieurs occupaient la place. Je les ai fait partir et je t'aide aussi, comme ça on évite de se disputer. Alors j'ai compris et je l'ai remercié. « Merci, tu es très gentil et serviable. »
Elle a seulement souri. J'aime juste ne pas me disputer, c'est tout. Avec son attitude ouverte et spontanée, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Nous avons continué à discuter. Elle s'est présentée, elle s'appelait Ariane et elle était sur le point d'entrer à l'Académie de la Défense. J'ai été surpris, j'allais aussi étudier à l'Académie de la Défense. Elle s'est exclamée avec enthousiasme « Quelle coïncidence! Tu viens par la voie du recrutement ou pour la recherche scientifique? Tu as l'air studieux. La recherche, c'est ça ?» Nous avons parlé avec animation, sans nous rendre compte du temps qui passait. Ariane venait de finir le lycée, elle avait 10 à 8 ans. Moi, avec 2 vies vécues et presque 23 ans, je la voyais comme une enfant. Pendant le voyage du sud au nord, tout en avançant, nous admirions le paysage sans ressentir la fatigue. En arrivant, j'ai demandé « Ariane, tu as faim ?» Elle m'a donné 2 œufs chauds qu'elle venait d'acheter. J'ai souri, je les ai écalés et je lui en ai donné un à manger. Elle m'a pris la main « Ne te presse pas, cette nuit, tu dors chez moi. » Finalement, j'ai accepté son hospitalité pour la nuit. La maison était vide, la porte fermée. Nous avons ri, posé les bagages, nous nous sommes lavé le visage et nous avons cuisiné. Pendant le repas, Ariane n'a même pas levé la tête. « Salut !» ai-je souri. Le lendemain, c'était la rentrée des classes et elle voulait que je reste chez elle, proposant de payer le loyer avec mes talents de cuisinier, mais j'ai refusé. Je ne suis pas allé à l'Académie de la Défense pour paresser, mais pour utiliser les connaissances acquises et compenser ce que j'avais perdu, tout en contribuant au pays. À l'école, je vivais au dortoir et j'ai commencé à étudier avec acharnement. Avec d'abondantes ressources éducatives, j'étais presque toujours à la bibliothèque ou dans le bureau des professeurs, apprenant vite et appliquant mes connaissances. Grâce à l'intelligence et à la vision de ma vie antérieure, les professeurs les plus âgés m'appréciaient beaucoup. Certains m'impliquaient dans des expériences, me montraient des équipements de valeur et me guidaient avec patience. Un jour, face à un exercice difficile, j'ai cherché des références à la bibliothèque jusque tard dans la nuit. Ariane faisait aussi ses devoirs et elle est restée avec moi. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé l'épaisse pile de notes et j'ai souri, et voilà. Elle s'est écriée avec enthousiasme « Tu es incroyable !» Moi, fatigué, je l'ai regardée. « Merci d'être resté avec moi. » Elle a cligné des yeux. « Ce soir, je veux manger les raviolis que tu as fait la dernière fois. » Elle est restée paralysée, faible. J'avais déjà préparé les ingrédients. Il ne restait plus qu'à cuisiner. Nous avons ramassé nos affaires et sommes allés ensemble chez elle. Sur le chemin, Alice s'est approchée de mon oreille et a murmuré « Quand j'ai regardé l'énoncé que le professeur a donné, il semblait identique à celui que ma cousine avait résolu auparavant. » Ma cousine a terminé l'exercice et le lendemain, elle était déjà dans le groupe de recherche du professeur Messier. Sur le moment, je n'y ai pas trop pensé. J'ai juste supposé que ça pouvait être une coïncidence. Le lendemain, j'ai fini de vérifier l'exercice et je l'ai remis au professeur Messier, sans m'attendre à ce qu'il me rappelle. Malgré son âge avancé, le professeur était lucide et souriait. « Serge, tu vas bientôt être diplômé. » Il devait s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Ça t'intéresse de participer à mon projet de recherche ?» Je suis resté surpris en regardant le professeur. Dans le district militaire 1, le chef a regardé avec sérieux la jeune femme en uniforme militaire face à lui. « Je te confie une mission. » Alice a joint les mains et a salué. « Reçu, mon commandant. » Dans la zone sud, il y a un projet de recherche. Nous devons transporter un équipement médical récemment acheté à l'étranger. Du personnel sera affecté à son escorte. Aucune négligence n'est permise. Elle a répondu « Je garantis que je remplirai la mission. » Alors qu'Alice s'apprêtait à partir après avoir reçu sa mission, le chef l'a rappelé. « Alice, ça fait presque 4 ans. Tu ne penses toujours pas à trouver quelqu'un d'autre. » Ces mots l'ont fait sursauter. Auparavant, elle avait eu des problèmes psychologiques, mais personne ne remettait en question ses capacités. Le chef a soupiré. « Tu ne peux pas attendre que Serge. » Alice a répondu sérieusement. « Le passé, c'est le passé. Maintenant, je veux juste être aux côtés de l'époux qui a perdu toute sa vie. Même si Serge ne veut plus de moi, je veux garder son souvenir dans ma mémoire. Son visage s'est adouci. Je veux aussi être toujours avec Serge. » Après son départ, le chef a examiné les dossiers. Lentement, elle est montée dans sa chambre et celle de Serge. Il semblerait que Serge étudie dans la zone 1. Si ce n'était pas parce qu'il n'y a vraiment personne d'autre, je n'aurais pas envoyé Alice ici. Un jeune homme a disparu. Alice a disparu sous le vent et le soleil de l'été. Sans qu'Alice sache que la personne dont elle se souvenait toujours était là, elle est rentrée chez elle, a salué ses parents et a préparé ses affaires pour aller à la caserne. La mission d'escorte était classée top secrète et, avec son équipe, elle a suivi le convoi jusqu'au district militaire 1. En chemin, il n'y a eu aucun contretemps. Seulement en passant par la zone 1, quelques curieux ont posé des questions qu'Alice a résolues avec efficacité. En arrivant en ville, les rues étaient plus animées. Elle a entendu des enfants jouer, des femmes faire leurs courses et un groupe de jeunes qui riaient. « Serge, n'oublie pas de nous aider après. » En entendant un nom familier, Alice s'est retournée, mais n'a vu qu'une fille au loin qui parlait à quelqu'un à l'intérieur du centre commercial. Sans aucune trace de quelqu'un de connu, elle a ri avec mépris, a détourné le regard et a continué vers l'Académie de la Défense. Là-bas, elle a rencontré la personne chargée de les recevoir,
une jeune femme, principale responsable du projet de recherche. Après avoir vérifié l'équipement, celle-ci a hoché la tête. Tout est en ordre. Alice, s'il vous plaît, amenez l'équipement au laboratoire du premier étage. Alice et quelques coéquipiers ont déplacé avec précaution l'équipement au centre du laboratoire, ont fermé la porte et ont tous soupiré de soulagement. En ouvrant la porte, la pièce était vide, il n'y avait personne. Elle a souri pour la première fois depuis longtemps. Bon boulot les gars, a plaisanté un coéquipier. C'était vraiment dur. Ce soir, il faut bien manger. Elle a hoché la tête. D'accord, je préviendrai le chef. En sortant de l'institut, Alice a vu Marie encore dehors, l'air sérieux comme si elle voulait dire quelque chose quand une voix a retenti derrière elle. Marie, désolée d'être en retard. Alice s'est arrêtée, s'est tournée lentement vers la voix et a vu un visage familier. Une voix rauque et aiguë qui lui a serré le cœur. Mince, je n'avais pas remarqué. Je me suis souvenu de la première semaine à l'institut. On me grondait presque tous les jours. Aujourd'hui, c'était le jour de l'arrivée du nouvel équipement. J'ai laissé mon repos de côté et je me suis dépêché d'aller à l'institut. En voyant Marie, j'ai soupiré de soulagement. Marie était l'étudiante préférée du professeur Messier, dotée de grandes capacités et d'un caractère aimable. Elle parle souvent en bien de moi au professeur. Sans elle, on m'aurait bien plus souvent grondé. La voir m'a considérablement calmé. En me voyant, Marie a clairement soupiré de soulagement. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui ce n'est pas un jour de travail. Le professeur nous a juste appelé un instant. Il n'y a rien de grave. J'ai répondu naturellement, pas de problème, aujourd'hui je suis libre aussi. Au moment où j'allais la saluer, j'ai entendu une autre voix familière tout près. Alice, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai sursauté et avant de pouvoir réagir, j'ai vu le visage d'Alice pâlir et la voir courir en criant « Serge !» En un instant, j'ai senti mon corps distinctement, puis il y a eu un choc violent. Silencieusement, elle a appelé « Serge, Serge !» En me retournant, j'ai été surpris. Ariane était à vélo, les freins ont lâché et Alice s'est jetée en avant, agrippant fermement le vélo. Elle a arrêté le vélo à temps. Moi, paniqué, j'essayais encore de freiner sans succès. Alice a retenu son souffle, le cœur battant à tout rompre. Elle voulait seulement vérifier s'il était blessé. « Mon Dieu, ça va ?» Avant qu'il ne réponde, sa main a touché le vide. J'ai rapidement soutenu Marie, l'élève du professeur. « Tu t'es blessé? Je t'emmène à l'intérieur. Il y a du personnel médical à l'institut. » Alice est juste restée là, à me regarder passer tandis que j'aidais une autre femme à entrer dans le laboratoire. Il lui a fallu un moment pour retrouver son calme. « Alice, ça va ?» a demandé un coéquipier derrière elle, d'un air dubitatif. « Je vais bien » a-t-elle forcé un sourire. « Serge va bien maintenant, ça me fait très plaisir. » Mais le coéquipier, en voyant son visage pâle, ne voyait aucun bonheur. Dans le laboratoire, comme il s'agissait d'un projet de haute sécurité, Alice ne pouvait ni entrer ni sortir à sa guise. Elle a ressenti des remords et une douleur profonde. Le coéquipier a regretté que si elle était restée à l'intérieur un peu plus longtemps, elle n'aurait pas à rester dehors. Elle a regardé l'entrée surveillée, le grand hall vide sans personne. On aurait dit qu'elle transperçait le mur du regard, me voyant tourner au coin d'un couloir. Elle est restée là en silence, murmurant « Allez-y en premier, je veux attendre que Serge sorte. » Les coéquipiers savaient que sa volonté avait faibli ces dernières années. Personne n'est intervenu, ils lui ont juste tapoté l'épaule et sont retournés au dortoir. Alice a attendu du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Je n'étais toujours pas sorti. À minuit, alors que le personnel changeait de service, elle était toujours là, fixant la porte sans ciller. Le personnel du contrôle d'accès lui a demandé de partir, mais elle a refusé, attendant patiemment son mari perdu comme pour se punir du passé. Elle est restée immobile, persévérante. Finalement, le jour s'est levé et quelques personnes sont sorties du laboratoire. Marie et moi, d'un côté, aidions un vieil homme à sortir. Nous sourions tous les trois, ressemblant à une famille de 3 personnes. Alice, le cœur tremblant, a failli s'enfuir en courant. Ses parents ont ensuite été emmenés à l'hôpital, tenant toujours fermement la main d'Alice. Ses lèvres bougeaient, voulant dire quelque chose, mais elle n'y arrivait pas. Elle a seulement murmuré « Serge ». Marie, soutenant soigneusement le professeur Messier pour le faire sortir du laboratoire et ignorant ses réprimandes, a dit « Bonjour, tu es resté éveillé toute la nuit. Ce soir, tu as encore cours. Repose-toi un peu, mange quelque chose et dors. Tu as passé toute la nuit sur le nouvel équipement, sans manger ni dormir. » Grogna le professeur Messier. « Bonjour, professeur. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous ne sommes que des étudiants. Un peu de respect. » Le garde à côté sourit et ouvrit la portière de la voiture pour le professeur. Marie et moi nous sommes coordonnés pour aider le professeur à monter. Marie lui a même mis un petit pain blanc dans la main. Le professeur a mordu dedans, agacé, mais a continué à donner des ordres. Ce soir, il y a le cours d'application. Vous deux, vous devez y assister, ne soyez pas en retard. Nous avons hoché la tête, promettant d'être présents, puis nous avons soupiré et nous sommes regardés en souriant. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'Alice était non loin, le regard fixé sur moi. Quand nos regards se sont croisés, elle est devenue nerveuse. Elle voulait parler et s'excuser pour l'affaire avec Jacques. Toute sa famille se sentait coupable.
sachant qu'il m'avait maltraité pendant si longtemps. Elle s'est souvenue de la première fois où elle m'avait rencontré. J'étais resté fort et optimiste malgré la famille qui me traitait durement. Je lui avais même acheté des fleurs, lui assurant que je pourrais fonder une famille et trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. En se remémorant le passé, Alice se sentit anéantie et glacée. Elle avait promis de toujours rester à mes côtés, de ne pas partir, de ne plus me laisser souffrir. « Serge, écoute-moi, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, a-t-elle voulu dire, mais je m'étais déjà tourné vers Marie en souriant. Marie, aujourd'hui, Ariane et moi allons acheter du riz. Peux-tu m'indiquer le chemin pour aller chez Ariane ?» Marie a hoché la tête. J'avais appelé Ariane plus tôt pour qu'elle nous aide à porter les affaires. Nous nous sommes dirigés dans une autre direction, bloquant accidentellement la vue d'Alice. Elle est restée là, observant, impuissante, de loin. Une voix a retenti. « Tu savais qu'elle est militaire ?» Je ne le savais pas, ai-je répondu, sans aucune envie de lui parler. Alice ne savait pas comment elle était rentrée au dortoir. Quand ses camarades ont eu fini de nettoyer, ils lui ont demandé si elle retournait à la capitale. Elle est restée silencieuse pendant 3 secondes avant de hocher la tête. Elle allait prouver sa fermeté et sa détermination. Tant que je serais d'accord, elle resterait à mes côtés toute sa vie, sans partir, sans plus me laisser souffrir. Sachant que j'étais heureux là-bas, elle s'est sentie rassurée. La seule chose qui l'inquiétait, c'était que je souffre, et cette pensée lui faisait 1000 fois plus mal, même si elle détestait sa famille. Son père s'est giflé lui-même, plein de remords. « Alice, nous devons retrouver Serge, le ramener. » Elle voulait seulement que je sois en paix. Elle a décidé de partir avec ses camarades le jour même. Sur le chemin, j'ai demandé à Marie de nous emmener pour éviter Alice. Nous sommes restés silencieux pendant tout le trajet et, en descendant de la voiture, j'ai finalement dit maladroitement « Merci Marie ». Marie a rougi, sans pouvoir s'empêcher de sourire. « De rien. Je suis la cousine d'Ariane et j'habite juste à côté de chez elle, donc nous faisions route ensemble. » J'ai hoché la tête. Nous avons marché tous les deux en silence jusqu'à la porte de la maison d'Ariane. Ariane était diplômée de l'université et avait réussi le concours pour travailler au bureau de propagande locale. Elle agitait sa PS5 pour m'accueillir. Pour me faire plaisir pendant que je cuisinais, Ariane avait préparé les ingrédients avec dextérité et avait même sorti un tablier et un foulard juste pour que je m'occupe de la cuisson. Les étapes suivantes, c'est elle qui s'en occuperait. J'étais déjà habitué à cette méthode. Ariane me regardait avec des yeux pleins de pitié et disait d'un ton ferme. Quelqu'un comme Serge, talentueux et beau, qui ne voudrait pas l'aider. Maintenant je suis devenue une gourmande, je ne peux plus être paresseuse. On s'habitue vite à bien manger, et la fille que tu finiras par épouser ne voudra sûrement pas te voir te donner autant de mal. Je ne pouvais que sourire, impuissant. Je n'avais jamais entendu un tel raisonnement. Chez moi, j'ai toujours pris soin de tout le monde et personne ne se souciait de ce que je faisais. Ariane était complètement différente. Je me suis senti tenté et je n'ai pas pu résister, acceptant qu'elle s'occupe de toutes les étapes après la cuisson. Quand les éloges que je recevais ont diminué, je me sentais gêné. Mais Ariane n'a pas changé. Elle restait insouciante. Aujourd'hui, elle était un peu plus réservée et a demandé à voix basse. « Que penses-tu de ma cousine Marie ?» Je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Elle a un très bon caractère. Tous les professeurs de l'institut l'apprécient. Ariane a pincé les lèvres. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te demande ce que tu penses d'elle, si elle ferait une bonne candidate pour être ta petite amie. J'ai été surpris qu'Ariane pose la question si ouvertement et, en plus, à voix haute. Je me suis senti gêné. Ne dis pas de bêtises. Marie s'inquiète pour moi simplement parce que je viens d'arriver à l'institut de recherche. Ne t'imagine pas des choses. Ariane m'a regardé un moment et a dit « Qu'est-ce que tu es lent, Serge ?» Ma cousine n'est jamais aimable avec les nouveaux arrivants à l'institut. Ça fait 8 ans qu'elle y est et elle ne se soucie jamais des nouveaux. Cette fois, elle veut juste te draguer. Sa voix était si forte que même Marie, qui était en train de classer des documents pour le professeur Messier, s'est retournée pour nous regarder. La femme au visage aimable s'est levée, nous observant attentivement. Son expression habituellement froide s'est légèrement adoucie. Elle semblait prêter attention à l'agitation dans la cuisine. Quand j'ai regardé à nouveau, Marie m'a lancé un regard tendre et inquiet. Nous nous sommes regardés un instant et ses oreilles ont commencé à rougir. À cause des paroles d'Ariane, j'ai passé tout le repas la tête baissée, sans savoir si Marie m'avait entendu. Le soir, je devais assister au cours du professeur Messier. J'avais prévu de retourner au dortoir pour me reposer, mais Ariane m'a arrêté et nous sommes sortis ensemble faire un tour au supermarché d'État. Vers le crépuscule, Marie est arrivée ponctuellement pour m'attendre. Ignorant les regards d'Ariane, je suis monté dans la voiture et j'ai inconsciemment ajusté mon col. Je ne savais pas quoi dire, je sentais seulement que Marie m'observait tout le temps, comme si je lui plaisais vraiment. Je dois m'excuser auprès de mon fils. Je me suis pincé le bras pour garder mon sang-froid. Pour détourner l'attention, j'ai sorti mon carnet et j'ai posé quelques questions à Marie. En arrivant, en descendant de la voiture, j'ai enfin pu me détendre et j'ai dit naturellement « Marie, on va d'abord voir le professeur ou on va en cours ?» Marie a dit « D'abord en cours ». Le professeur était contrarié. J'ai hoché la tête et j'ai pris congé poliment. En me retournant, j'ai soudain entendu « Serge !» Marie m'a regardé et s'est arrêtée.
Sans le vouloir, elle avait prononcé mon nom. Maintenant, elle ne pouvait que faire semblant de rien. Si tu as besoin d'aide concernant la militaire de ce matin, viens me voir ou va voir le professeur Messier. J'ai levé la tête, faisant face au regard de Marie. Et j'ai souri. Ce matin, tu m'as demandé si je connaissais cette personne. Sa mère a aussi sangloté. C'est ma faute envers mon fils. Je dois m'excuser auprès de lui. Oui, elle s'appelle Alice. C'est mon ex-femme. Marie a répondu immédiatement. Je suis sûr que tu as divorcé parce qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, n'est-ce pas? En entendant son commentaire clairement partial, je n'ai fait que sourire. Depuis que j'ai quitté ma famille et Alice, il semble que tout le monde autour de moi me traite avec favoritisme. Quand j'ai divorcé, si un collègue faisait un commentaire à ce sujet, Ariane les bloquait dans le couloir et les réprimandait jusqu'à ce qu'ils n'osent plus lever la tête. Le professeur Messier, en classe, m'interpellait intentionnellement pour avoir mon avis et me faire des éloges. Maintenant Marie, sans connaître tous les détails, commençait à me protéger. Je n'avais jamais ressenti cette sensation. Mes parents ont toujours été justes et droits, sans jamais favoriser personne. Alice, en tant qu'infirmière en chef, était également très respectée. Impossible qu'elle ait favorisé qui que ce soit. J'ai réalisé que même recevoir du favoritisme de la part de quelqu'un d'innocent est une sensation très agréable. J'admets que je n'ai peu être pas bien agi. J'ai raconté l'histoire de Jacques, mais sans trop m'en inquiéter. J'ai même plaisanté. Peut être que je suis trop rancunier. Jacques était clairement déprimé, mais il voulait quand même se montrer ingrat, n'est-ce pas? À peine avais-je fini de parler que Marie m'a immédiatement saisi la main. Ce n'est pas ça, Serge. Tu n'es pas comme ça. J'ai levé la tête pour la regarder. Marie a pensé que je doutais encore de moi et s'est empressée d'expliquer que la dépression est une maladie. Elle nécessite un traitement scientifique. Ce n'est pas à quelqu'un qui ne comprend rien à la médecine ou à la pharmacologie, comme toi, de se faire du mal. J'ai souri pendant que Marie expliquait. Avec retenue, oui, je comprends. Tu as raison. Après cette petite leçon, Marie et l'équipe m'ont aidé à me libérer du stress. Le professeur Messier m'a aussi moins grondé ces derniers temps et m'a même invité chez lui. Ne te préoccupe pas des gens inutiles, Serge. Tu es très capable, tes études se passent bien. L'avenir de la recherche repose sur toi. Le professeur Messier parlait doucement. Sa femme, du bureau 2, Propagande, disait les choses plus clairement pour que je comprenne qu'il était mon maître et que je ne devais pas me sous-estimer. Je me suis levé, impuissant. Oui, je ne suis pas têtu, mais vous ne m'avez toujours pas accepté comme élève. Le professeur Messier m'a regardé sévèrement. Si vous ne m'acceptez pas, qui accepteriez-vous? Alice a essayé de calmer ses parents et a quitté la pièce. L'entrée du laboratoire m'était interdite. J'ai hoché la tête et me suis excusé en le servant avec précaution. Je me suis trompé, professeur. J'ai eu tort. En sortant de chez le professeur, sous la lumière du crépuscule, ma tête brûlait encore et je transpirais. Bien qu'âgé, sa colère était si intense que j'ai presque dû demander de l'aide à ma belle-mère. Ariane a dit « vas-y en premier » et Marie s'est approchée. Elle a dit qu'elle apporterait les documents au professeur et au passage aiderait Ariane. Après avoir remis les documents, le professeur a crié et Marie est sortie tranquillement, en me souriant. Allons, partons. J'ai regardé vers la porte, sachant que le professeur n'était plus fâché à cause des documents. J'ai fait confiance aux paroles de Marie et lui ai seulement jeté un regard silencieux. Marie ne me regardait pas directement, elle a juste demandé un peu timidement. On dirait que tu souris tout le temps. Est-ce que le professeur t'a déjà accepté comme son élève? J'ai porté la main au coin de ma bouche, réalisant que le sourire était toujours là. Il s'est avéré que j'avais gardé ce sourire tout le temps. Même si avoir affaire au professeur Messier m'avait pas mal épuisé, l'été dans le Nord était terriblement chaud. Dans la ruelle, quelqu'un poussait un chariot de glace. Les enfants s'attroupaient autour, regardant les glaces qui dégageaient une vapeur froide et criant d'excitation. Bien que je ne me sois pas approché, j'ai senti comme si cette fraîcheur parvenait jusqu'à moi, tout comme mon humeur actuelle, tendue, angoissée, mais avec tout le corps frais, ayant envie de rire, envie de jouer. Auprès du professeur Messier, la sensation d'oppression et de souffrance depuis ma résurrection semblait s'évanouir. Je me suis arrêté et j'ai regardé Marie. Quelque chose ne va pas. Dehors, la police et le commissaire militaire attendaient déjà. Elle s'est aussi arrêtée et m'a regardé dans les yeux. Son visage a immédiatement rougi et elle a secoué la tête. Non, rien. Intérieurement, j'ai pensé en silence. Merci, merci à tous. À ce moment-là, j'ai seulement senti qu'entrer à l'Académie de la Défense nationale avait été la bonne décision. Les jours de recherche passaient très vite. En intégrant officiellement l'institut, j'ai été assigné au groupe de projet du professeur Messier. Je me souvenais encore clairement de tout du monde précédent, percevant les changements du pays et comprenant de nombreuses techniques anciennes. Bien que mes connaissances étaient limitées, j'ai rapidement commencé les expériences et trouvé des points vérifiables du début à la fin. Le processus de déduction m'a donné un avantage sur beaucoup d'autres. La recherche me passionnait et le temps filait. Un jour, alors que j'organisais des documents et des idées, j'ai proposé un plan qui a fait que le professeur Messier m'a applaudi et félicité. Il était occupé et a appelé Marie pour guider l'équipe de test. C'est alors que j'ai su que la numéro 2 de l'institut de recherche n'était autre que Marie, ma guide.
Ce fut une surprise de découvrir que Marie était un génie. Rien qu'avec les calculs préliminaires et mes idées, elle a pu prévoir des résultats presque identiques à ceux du monde futur. Quand le projet expérimental a commencé, ce matériau a été un succès. J'étais encore stupéfait. « Serge, ça va ? Tu es fatigué. » Elle s'est inquiétée et a voulu m'aider à aller à l'infirmerie. Le visage pâle, j'ai repris mes esprits et lui ai serré fort la main. Un officier de police s'est approché. « Mademoiselle Alice, concernant l'affaire où Jacques a nui à votre famille, nous avons besoin que vous fournissiez des preuves et les détails de l'incident. » On a réussi. Démontrer la viabilité de ce matériau fait faire un pas de plus à l'armée. Si nous avions été plus rapides, on aurait même pu fabriquer le crayon. Je suis ému et fier de pouvoir contribuer au projet, d'être à l'institut de recherche et de me donner à fond aux côtés de tout le monde. L'émotion a duré si longtemps que, lorsque j'ai repris conscience, j'étais déjà entouré de chercheurs. Marie ne lâchait toujours pas ma main. Avec un regard tendre, elle a esquissé un petit sourire, a rougi et a rapidement lâché ma main. Tout le monde a commencé à acclamer. N'aie pas peur, ressentir de l'émotion pour le succès du projet est normal. La chef d'équipe Marie ne s'oppose pas à ce que tu lui tiennes la main, peu importe si c'est pour longtemps. Oui, tiens-la aussi longtemps que tu veux. J'ai fait semblant d'être calme, j'ai ramassé les documents et je suis allé chercher le professeur. En sortant du laboratoire, l'ambiance était encore plus animée. Mes collègues m'ont taquiné. « Voilà ta femme, présente-la à tout le monde au laboratoire. Ça fait moins de 6 mois que tu es là et tu es déjà un expert pour draguer les filles. » J'ai juste baissé la tête et accéléré le pas. Alors que j'essayais de m'écarter, j'ai senti mon pied glisser sur quelque chose d'humide. J'ai cru que j'allais tomber, mais une main douce est soudainement apparue et m'a retenu. En levant la tête, un visage familier est apparu. Alice. Après des jours sans la voir, elle était amaigrie, les pommettes saillantes, et son allure restait froide et élégante. Je me suis ressaisi et j'ai immédiatement repoussé sa main. Merci. En me voyant dire ça et vouloir continuer mon chemin, Alice a inconsciemment saisi mon poignet. D'une voix rauque et brisée, elle a dit « Serge, j'ai besoin de te dire quelque chose. Peux-tu m'écouter jusqu'au bout ?» Je ne voulais vraiment pas écouter. Après avoir quitté la maison, les cauchemars qui me tourmentaient n'apparaissaient plus. Ma vie actuelle était belle, mais Alice a dit « Tes parents sont malades et parlent tout le temps de toi. » Je me suis arrêté. Mes parents restent mes parents. Ils m'ont élevé. Je ne peux pas leur tourner le dos alors qu'ils sont malades. Même si je pourrais envoyer de l'argent ou engager de l'aide, je ne peux pas les abandonner. S'ils perdent le contrôle, ma vie tranquille sera ruinée. De plus, il y a Jacques. Mais ce qu'Alice a dit ensuite m'a glacé le sang. Jacques est allé en prison pour avoir fait du mal à sa mère. Nous connaissons la vérité et nous sentons que nous te devons ça. Alice m'a regardé extrêmement inquiète. Pour entrer à l'institut de recherche, elle a presque tout fait. Elle a assumé des tâches dangereuses, demandé des mutations, supplié de l'aide de tous les côtés et a renoncé à son poste dans l'armée, provoquant la colère de ses supérieurs. Ceux qui ne la portaient pas dans leur cœur à l'armée en ont profité pour lui nuire. Elle savait qu'elle ruinait son avenir, mais face à moi. Elle était toujours comme le premier jour où je l'ai rencontrée, élégante, impeccable. Et elle m'a demandé en tremblant « Serge, si je n'ai pas d'enfant avec Jacques, peux-tu me pardonner ?» Je suis resté froid, seule la santé de mes parents m'importait. Si Alice voulait s'empêtrer dans des questions de culpabilité, je ferais immédiatement demi-tour. Ce que ma famille et elle ont fait dans ma vie antérieure, je ne peux pas le pardonner. Après la réincarnation, m'éloigner a été mon choix. Mais cela ne signifie pas que j'agisse comme si de rien n'était ni que je retourne vers son visage froid. Alice a froncé les sourcils, épuisée après des jours sans repos, et a tenté de rester digne. Elle m'a raconté que depuis mon départ, Jacques avait été démasqué. Mes parents m'ont cherché partout. Mon père, croyant au mensonge, est monté dans les montagnes du sud-ouest pour me chercher et s'est accidentellement cassé le bras, et ma mère a pleuré jusqu'à en perdre ses forces. Comparé à eux, Alice était la meilleure. Bien qu'il y a 4 ans, son comportement inapproprié ait été découvert et qu'elle ait été rétrogradée de 3 niveaux, ses compétences restaient exceptionnelles et elle a continué à servir dans le corps médical de l'armée. En me voyant surpris, elle a souri avec amertume. « Serge, je ne te raconte pas ça pour que tu te sentes coupable ni pour te faire des reproches. Nous savons tous que ce n'est pas ta faute. Mais, Serge, nous espérons que tu nous donneras une chance de nous racheter. Le passé n'a pas été tendre avec toi, maintenant nous voulons seulement te dédommager. Quant aux relations et à la réputation, le mérite ou la gloire nous importe peu, nous voulons seulement être de nouveau à tes côtés, te protéger nous-mêmes et tenir les promesses que nous n'avons pas pu tenir avant. » J'ai été surpris par le grand changement au sein de la famille après mon départ. Alice leur a répondu « Mes parents sont trop bouleversés, laissez-leur le temps de se ressaisir. » Il s'avère qu'après mon départ, ce n'est pas Jacques qui a finalement connu le bonheur familial, mais ses manigances ont été découvertes et il a fini en prison. Écoutant la supplique d'Alice, j'ai seulement dit « À partir d'aujourd'hui, j'enverrai le double d'argent à mes parents. Le centre de recherche a beaucoup d'argent maintenant, mais je n'en ai pas besoin. On peut tout envoyer à mes parents. » Sous le regard brillant d'Alice, j'ai poursuivi. « Mais je ne peux pas pardonner ce qui s'est passé.
et ne cherche pas non plus à me dédommager. Je vis très bien. Alice pensait que j'allais adoucir ma position comme avant, mais mon expression était froide et j'ai dit clairement « Et toi, j'espère ne plus jamais te revoir ». Sur ce, j'ai tourné le dos et je suis parti. Derrière moi, Alice semblait s'effondrer, restant figée en me regardant m'éloigner, les larmes coulaient sur ses joues, la douleur dans sa poitrine se propageait dans tout son corps, elle serrait fort sa poitrine, ses ongles griffant sa peau. Serge l'avait vraiment quittée. Pas par haine, ni par colère, mais avec une froideur absolue, comme s'il jetait un chiffon sale sans laisser la moindre trace d'attachement. Alice m'avait vraiment perdu. Ce soir-là, en rentrant à mon logement, Marie m'a accompagné. Nous avons tous les deux discuté calmement de la prochaine expérience. En arrivant à un point crucial, mon visage a pâli. J'avais oublié une page d'un document rangé dans un tiroir fermé à clé. Marie a été un peu surprise. « Mon garçon, ne te précipite pas, attends un moment. » J'ai dit que j'allais la chercher et j'ai couru en hâte vers la porte de l'institut de recherche. J'ai couru un moment et j'ai entendu des coups de feu. Mon visage est devenu blême. En 1990, la situation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays était instable. Bien que l'institut ait un contrôle strict, il était difficile d'empêcher des espions de s'infiltrer. Cette fois, les données expérimentales que Marie et moi avions générées pourraient permettre au pays de fabriquer des armes avec des décennies d'avance, ce que les puissances étrangères ne voulaient pas voir arriver. Un espion infiltré prévoyait de détruire les données et de nous éliminer, mais Marie est retournée au laboratoire de manière inattendue. Faute de temps pour agir, l'ennemi a sorti son arme et a tiré. J'ai sursauté, entouré par les agents de sécurité. Un moment de silence, puis la détonation d'un coup de feu a failli me faire tomber. Les gardes m'ont rapidement emmené en lieu sûr. Une demi-heure plus tard, le chaos dans le laboratoire s'était calmé. Marie a été escortée dehors, indemne, sans aucun signe de blessure grave. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils s'adressent d'abord à moi. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai demandé précipitamment. Que s'est-il passé? Quelqu'un a été blessé? Marie m'a regardé et a hoché la tête. Quelqu'un a été touché, mais la blessée, c'est Alice. Elle t'a sauvé. Je suis resté abasourdi. Dans l'urgence, Alice a été prise en charge par le personnel médical de l'institut, puis transférée au plus grand hôpital de la ville. Une lumière blanche et intense. L'institut prévoyait de la garder en observation, mais Marie s'est proposée et a voulu m'emmener remercier celle qui m'avait sauvé la vie. Nous deux, ainsi que les gardes, avons attendu devant la salle d'opération. Je suis resté silencieux et Marie m'a réconforté. Ne t'inquiète pas, j'ai examiné les blessures d'Alice. Elles ne sont pas graves, l'hémorragie a été maîtrisée à temps. Elle se rétablira bientôt. Lorsque le voyant vert s'est allumé, Alice a été sortie de la salle, un masque à oxygène sur le visage. Les yeux fermés, bien que pâle, sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Sa vie n'était pas en danger. L'infirmière a retiré le masque et a expliqué que la patiente avait d'autres blessures antérieures, ce qui nécessitait une surveillance pour éviter les complications. Marie a hoché la tête. Le projet n'était pas terminé, nous ne pouvions pas rester longtemps. Nous nous sommes assurés de l'état d'Alice et nous sommes partis. Par la suite, Marie et moi avons été assignés à un petit logement au sein de l'institut. L'important maintenant était de contacter sa famille dans sa ville natale et de retrouver d'anciens témoins. Des inspections à grande échelle ont été menées et les expériences ont repris leur cours. En apprenant l'attaque, le professeur est devenu plus sévère, accélérant directement l'avancement de l'expérience. Je continuais à travailler comme d'habitude et j'ai commencé à cuisiner souvent. En tant que l'une des cibles de l'attaque, Marie a demandé au personnel de surveiller l'état de santé d'Alice. Chaque fois qu'on m'apportait à manger, j'envoyais un bol de soupe nutritive en plus pour elle. Après environ un demi-mois, les chercheurs ont pu revenir progressivement et les expériences ont commencé à être couronnées de succès. Un jour, on m'a informé qu'Alice s'était réveillée et qu'elle voulait me voir. Je n'y suis pas allé seul, j'ai demandé à Marie de m'accompagner. Ces derniers temps, Marie fronçait souvent les sourcils et son regard tendre avait fait place à la tristesse. En marchant à ses côtés dans le couloir de l'hôpital, j'ai soudain demandé « Marie, est-ce que je te plais ?» Elle a rougi, mais elle n'a pas osé nier et a hoché la tête à contre-cœur. J'ai plaisanté « Tu es très discrète, je ne m'en étais presque pas rendu compte. » À ces mots, Marie s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi, le visage grave. « Alors, je te fais officiellement ma déclaration, Serge. Je veux que nous soyons des partenaires unis par les mêmes idéaux. Acceptes-tu » Avant que j'aie pu réagir, une voix a retenti derrière nous. « Serge, c'est toi dehors ?» Alice était réveillée, le corps entièrement couvert de bandages. Dans les derniers instants avant de perdre connaissance, elle avait seulement espéré que je ne sois pas dans le laboratoire. Elle n'était pas sûre qu'il n'y ait qu'un seul espion, mais elle ne voulait pas que je sois mise en danger. À son réveil, elle a immédiatement demandé à la personne la plus proche si j'étais en sécurité. En apprenant que j'allais bien et que j'avais vite repris le travail, elle a poussé un soupir de soulagement. « C'est bon, tant que tu es en sécurité, ça me suffit. » Alice a bu la soupe nutritive que l'infirmière lui a donnée et, soudain, a eu envie de me voir. L'infirmière a transmis le message. Elle attendait nerveusement, pensant que je ne viendrais pas après mes paroles dures, mais à sa grande surprise, j'étais prêt à la voir. Alice a repris courage.
Elle a essayé de se redresser dans son lit, fixant la porte avec une attente fébrile. Quand ma silhouette est apparue, elle a aussitôt demandé, inquiète: « Serge, es-tu blessé ?» Quand j'ai fait non de la tête, elle s'est détendue. Alice m'a regardé longuement comme si elle ne pouvait détacher son regard, clignant des yeux avec regret. Cette expérience de mort imminente lui avait fait prendre conscience de ses sentiments. Peu importe ce qui arriverait, elle voulait seulement être à mes côtés et m'aimer. Après un moment de silence, Alice a demandé: « Serge, ai-je réussi à te protéger ?» Pendant ce temps, dehors, Marie me parlait. En réalité, elle avait tout entendu. Alice savait qu'elle n'avait plus le droit de m'interroger, mais elle n'a pu se retenir et a dit d'une voix tremblante: « Serge, je t'ai protégé. » Elle a relaté le journal de Jacques mot pour mot, résumant aussi la situation de ces dernières années, y compris comment Jacques avait feint la maladie pour la tromper et manipuler la vie de Serge. « Je peux te protéger. Depuis que je te connais, j'ai toujours été à tes côtés. » Je l'ai regardé sans rien nier. « Tu m'as vraiment protégé. Tu as même protégé l'Institut de recherche et les importantes données expérimentales. » En recevant ma confirmation, le visage d'Alice s'est un peu éclairci. Elle a dit: « Serge, laisse-moi rester pour toujours à tes côtés. Tu ne peux pas refuser. Je te protégerai et te considérer comme ma mission pour la vie. Le passé était mon erreur, mais je promets de ne plus la commettre. Je suis prête à mourir pour toi s'il le faut. Serge, veux-tu prendre un nouveau départ avec moi ?» Ses yeux étaient remplis d'espoir et d'humilité. Je me suis assis. D'une voix calme, au lieu de répondre, je lui ai raconté une histoire. Les souvenirs de ma vie antérieure me sont revenus à l'esprit, mais cette fois, je ne ressentais plus cette douleur accablante. Prendre mes distances a été le meilleur des remèdes. J'ai commencé mon récit. Il était une fois un homme avec une famille heureuse, à qui un étranger a tout arraché. Il a pensé que ce n'était pas suffisant. Il s'est battu toute sa vie, mais n'a pu que voir sa femme et ses parents traiter l'intrus comme leur propre trésor. L'intrus a eu un enfant avec sa femme et c'est lui qui a dû l'élever. Il a pris soin de ses parents jusqu'à leur mort, a déménagé ailleurs et a tout laissé à l'intrus. Finalement, sa femme est morte avant lui, et sur son lit de mort, elle a dit regretter de ne pas avoir pu épouser l'intrus. Alice est devenue blême et a retenu sa respiration. J'ai conclu, puis il a connu une seconde naissance. Il a décidé d'abandonner tout ce qu'il ne pouvait posséder, de renoncer à la famille et à l'amour qui le liait, pour enfin retrouver la chaleur qu'il avait perdue depuis longtemps. Alice était livide, balbutiant pour se justifier. Non, c'est impossible. C'est une fiction, ça ne peut pas arriver. Nous savons comment est Jacques. Tu veux dire que ce n'est qu'un conte, une supposition qui n'est jamais arrivée, mais mon visage est resté froid, sans insister sur le fait que c'était une fiction. En me regardant dans les yeux, Alice a soudain compris que tout semblait réel. Elle ne voulait pas y croire, et, malgré la douleur, elle a tenté de se lever pour s'approcher de moi. N'est-ce pas, Serge? Un bruit sourd a retenti. Alice est tombée par terre, le corps endolori, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Elle a presque rampé vers moi pendant que je me levais. Sans aucune intention de l'aider, j'ai appelé l'infirmière. Alice a attrapé mes chevilles, suppliant: « Serge, ne pars pas, ce n'est qu'une histoire. » Je n'ai pas laissé Jacques avoir un enfant, et je ne voulais pas non plus vraiment l'épouser. « Serge, ne pars pas !» J'ai secoué sa main pour me dégager. J'ai regardé Alice d'un air résolu, les yeux baissés, en secouant la tête. M'éloigner de la douleur passée était la bonne chose à faire. Dès l'instant où je suis revenu à la vie, j'avais décidé de partir. Maintenant, moins que jamais, je ne reviendrai. À cause de ce qui s'est passé dans ma vie antérieure avec Alice, je ne crois plus en rien et je ne veux plus revivre ces jours à mendier la pitié de la famille. La main d'Alice est retombée dans le vide, tentant encore de s'agripper, de retenir quelque chose. Finalement, elle s'est effondrée sur le sol, laissant échapper un soupir désespéré. Elle ne comprenait pas pourquoi je m'éloignais avec une telle détermination pour une histoire qui n'était jamais arrivée. Peu importe à quel point elle me suppliait, je ne me laisserais pas attendrir. Son corps était endolori, mais Alice ne savait plus distinguer la douleur de son cœur de celle de son corps. Elle a fermé les yeux, me regardant de loin, plongée dans la confusion. Dans son rêve, sa conscience s'est ravivée et une image est apparue. Elle est retournée dans la chambre de Jacques, l'a vu assis sur le lit, un enfant au visage flou dans les bras, souriant et demandant « Alice, notre fils est adorable, n'est-ce pas ?» Alice, horrifiée, a secoué la tête, mais s'est vue, impuissante, sourire et appuyer sa tête contre Jacques. Notre fils, bien sûr qu'il est adorable. À ce moment-là, mon ombre est apparue à la fenêtre. Moi, la veste sur les épaules, le visage pâle et presque effondré, j'ai demandé « Pourquoi as-tu laissé Jacques avoir un enfant ?» Alice a voulu réfuter, s'expliquer, mais elle ne s'est vue qu'en train de se disputer avec moi. À partir de ce jour-là, il n'y avait plus aucune vie dans mes yeux. Toute ma vie s'est déroulée dans la douleur. Des enfants chaotiques, sans éducation, et pour finir, les enfants de Jacques qui ont terminé en prison, ruinant notre réputation. Alice a vu toute sa vie défiler, sans pouvoir distinguer le rêve de la réalité. Elle a voulu se réveiller, mais n'y est pas parvenue. Elle s'est effondrée sur le sol. J'ai appelé l'infirmière de garde.
Les blessures d'Alice ont été pansées, son rythme cardiaque était normal. Je me suis préparé à partir. Juste au moment où je tournais le dos, j'ai entendu l'infirmière s'exclamer. Je ne me suis pas retourné. En tant que sauveuse d'un membre de l'institut de recherche, Alice recevrait des soins particuliers. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Après ça, je ne la reverrai plus. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, le soleil nous frappait le visage. J'ai entendu un marchand ambulant crier pour vendre des patates douces chaudes. L'arôme s'est répandu. J'ai pris une profonde inspiration, sentant que tout était merveilleux. Marie marchait à mes côtés, semblant chercher ses mots pendant tout le chemin. Finalement, elle a demandé « Serge, est-ce que ça va ?» Je me suis tourné et j'ai plissé les yeux en souriant. « Je vais bien. » Marie est restée silencieuse un instant, puis a demandé avec prudence. « Alors, l'histoire que tu as racontée dans la chambre d'hôpital est-elle vraie ?» J'ai levé les yeux, croisant son regard rempli d'inquiétude. Je ne m'attendais pas à ce que Marie ait entendu toute l'histoire. Je voulais tracer une ligne claire avec Alice pour qu'il n'y ait plus d'enchevêtrement, c'est pourquoi j'ai directement laissé entendre que j'étais revenu à la vie. La culpabilité et le remords l'envahiraient en réalisant qu'elle avait été trompée par la fausse compassion de Jacques, la poussant à commettre des erreurs en pensée et en acte. Mais à ce moment-là, je suis resté silencieux un instant avant de dire « C'est une histoire que j'ai entendue de quelqu'un d'autre. Peut être juste une rumeur, ne la prends pas pour la vérité. » Les yeux de Marie se sont remplis de tristesse. Elle ne savait pas si ce que je disais était vrai, mais elle espérait que ce ne le soit pas. Elle n'avait jamais fait partie de mon passé, elle savait seulement qu'à nos débuts, j'étais toujours réservé, comme si je n'étais pas habitué à la gentillesse des autres. Au début, Marie pensait que j'étais quelqu'un de renfermé, mais elle comprenait maintenant que ma famille m'avait traité avec froideur. Marie a compris cela, le cœur rempli à la fois de compassion et de colère. Si ma famille et mon ex-femme n'avaient pas pris soin de moi, elle, Marie, n'hésiterait pas à le faire. Marie a pensé à ses propres parents après m'avoir rencontré. Eux qui, devant elle, avaient répété que j'étais un bon garçon. Elle s'est arrêtée et m'a regardé sérieusement. « Serge, toutes les paroles que je t'ai dites avant étaient sincères. » Puis ses yeux se sont posés sur moi, intenses, précautionneux, comme si j'étais un trésor. Ses propres mots ont dû résonner dans sa tête des centaines de fois, puis avec soin, elle a fait sa déclaration mot pour mot avant de demander « Serge, tu es travailleur, courageux et, face au problème, tu agis avec clarté et logique. Tu n'es jamais impulsif. J'espère que nous pourrons surmonter ensemble tous les défis de la vie. Je te traiterai comme je traite la recherche à laquelle je dédie ma vie, avec loyauté, sans jamais changer. Accepterais-tu de m'épouser ? » La rue était déserte et calme. On entendait seulement le grincement d'un vélo, dont le son était porté par le vent. Le soleil lointain passait par-dessus un muret, sa chaleur était ardente, mais je ressentais de la fraîcheur. Marie jetait un voile sur mon passé. Elle faisait toujours les choses ainsi, prenant soin de moi discrètement, avec délicatesse et subtilité. Maintenant, dans son regard, je voyais de l'inquiétude, de la détermination et une fermeté inébranlable. Pendant un instant, mon esprit s'est égaré. Tout l'institut savait que Marie était une passionnée de recherche, une de ces chercheuses qui, absorbée, en oublie souvent de manger et de dormir. Elle était stricte, quasi perfectionniste, méticuleuse pour le nettoyage, la désinfection et même sur la manière de respirer doucement au laboratoire. Grâce à ses solides connaissances et à son attitude rigoureuse, Marie est devenue, pas à pas, l'assistante du professeur Messier. Tout le monde savait qu'elle mettait ses idéaux dans la recherche, y consacrant toute sa vie. Et maintenant, Marie disait qu'elle me traiterait comme la recherche de toute une vie, me considérant comme son idéal et sa passion. C'était une forme de romantisme bien à elle. J'ai souri pendant qu'elle retenait son souffle, anxieuse, et j'ai lentement hoché la tête, j'accepte. Les oiseaux chantaient dans les arbres. En voyant le regard radieux de Marie, je me suis souvenu de notre première rencontre quand le professeur Messier m'avait amené à l'institut et m'avait confié à elle. Elle avait un visage froid, une présence imposante qui la rendait difficile à approcher, mais en me regardant, Marie a souri. Même si son effort était maladroit, ses yeux brillaient comme la brise du printemps. 15 jours plus tard, les expériences furent un succès. Le professeur Messier, tenant le rapport sur les nouveaux matériaux, a annoncé joyeusement « C'est grâce à vous. Votre contribution au projet de fabrication est énorme. » Les plus anciens professeurs de l'Institut étaient émus aux larmes, car depuis des années, la situation internationale était instable. Même s'il n'y a pas eu de guerre, nos eaux territoriales ont souvent été menacées. Maintenant, il y avait enfin une avancée révolutionnaire. J'ai souri en répondant au professeur Messier. « C'est vous le responsable du projet, pas la peine de me remercier. » Le professeur a éclaté de rire. « Oui, le mérite revient à tout le monde, mais Serge, c'est vous et Marie qui avez le plus contribué. Maintenant, vous pouvez réfléchir à la récompense que vous désirez. Quand les supérieurs viendront avec les médailles, ne manquez pas l'occasion de demander ce que vous souhaitez. » Marie m'a regardé et a demandé sérieusement. « Pouvons-nous vraiment demander ce que nous voulons ?» Le professeur, surpris, a répondu « Bien sûr. Que voulez-vous » Marie s'est approchée et a pris doucement la main du professeur. « Je veux me marier. » Un silence s'est abattu sur la salle. Tous les regards se sont tournés vers moi. «
Quelqu'un a demandé « Elle a un petit ami. Qui est-ce » Marie n'a pas eu le temps de répondre. J'ai souri et j'ai dit « Moi aussi, je veux me marier. » Nous nous sommes regardés. Elle a souri la première, en prenant ma main. Le jour de notre mariage, nous offrirons des bonbons à tout le monde. En un instant, des acclamations ont éclaté et tout le monde s'est réjoui. Tout cela faisait partie du plan de Jacques pour forcer Serge à mourir. La nouvelle de notre mariage s'est répandue dans tout l'institut et tout le monde nous a félicités. C'était la première fois que je voyais Marie aussi heureuse. Je parlais longuement avec tout le monde, juste pour entendre leurs vœux de bonheur pour nous. J'ai souri et secoué la tête en l'emmenant hors de l'institut. Tes parents t'attendent à la maison, on y va? Je me sentais déjà anxieux et impatient. Je n'avais rencontré ses parents qu'une seule fois. Ils étaient gentils, mais je ne savais pas s'ils seraient satisfaits de moi. Marie s'est détachée du groupe qui nous félicitait, me prenant la main pour me réconforter. Ne sois pas nerveux. Mes parents ne savent pas cuisiner, et même si on arrive tôt, il n'y aura peu être rien à manger, alors rien ne presse. Au contraire, ils voulaient organiser le mariage un peu plus tard. J'ai écouté ça, un peu surpris. Mais tu pourrais cuisiner, toi? Je n'ai même pas pu finir ma phrase que Marie m'a interrompu avec un sourire. Ses yeux et son sourire témoignaient d'une totale désapprobation. Cuisiner, c'est la façon dont mes parents te montrent leur affection. À l'institut aussi, ils ont déjà tout préparé. 3 repas par jour sans que tu aies à lever le petit doigt. Si tu le fais toi-même, mes parents ne seront pas contents et ils m'en voudront, comme si je manquais à mes devoirs envers toi. Voyant Marie si sérieuse, j'ai hoché la tête. Nous avons continué à marcher lentement vers la maison, main dans la main. Sur le chemin, Marie l'annonçait à tout le monde. « Je vais me marier !» Elle a même fait un petit détour pour acheter des bonbons à l'arrêt de bus. Elle les distribuait, saluait tous ceux qu'elle rencontrait et timidement écoutait les compliments sur le couple parfait que nous formions. J'ai vu que nous avancions de plus en plus lentement sous le regard retenu des gardes et j'ai soupiré. Laisse-la faire, elle est rarement aussi heureuse qu'elle en profite. Des larmes mêlées de sang coulaient de la bouche d'Alice, troubles et épaisses, mais personne ne s'en souciait. Quand Ariane a appris pour mon mariage, elle a couru vers moi. « Serge, à partir de maintenant, tu es mon beau-frère !» J'ai répondu avec naturel, sans la moindre rougeur. Ariane, voyant ma franchise, a plaisanté. « Beau-frère, tu n'as pas de famille à la maison? Nous voulons faire le mariage chez nous. » Ariane connaissait un peu ma situation familiale, alors elle n'a pas osé mentionner mes parents, sachant qu'ils n'étaient pas de bons parents. Elle a insisté pour que le mariage ait lieu chez eux, mais j'ai refusé. Le professeur Messi a dit qu'il m'adopterait comme son fils. J'avais encore l'impression de rêver, je n'aurais jamais imaginé que le professeur ferait une telle proposition. Bien que sa femme et lui aient une santé fragile et n'aient pas eu d'enfants, ils avaient d'innombrables élèves, mais n'en avaient jamais adopté un. Suis-je vraiment si chanceux? La femme du professeur a pris mes mesures pour mon costume de mariée. Le professeur qui était assis à lire le journal m'a entendu hésiter et m'a donné un léger coup sur la tête avec « Hésiter, tu es intelligent et exceptionnel, le genre de personne que des parents voudraient avoir comme fils. La plupart de nos étudiants sont des hommes et les femmes ont tendance à mieux réussir. Tu es l'exception. Voyant que ta famille n'est pas digne de confiance, nous avons décidé de t'adopter. Si Marie t'embête à l'avenir, je la protégerai. » Le professeur a jeté un œil à Marie qui se tenait à la porte et a reniflé. Marie a souri timidement en se faisant gronder. Et le professeur s'est senti heureux que quelqu'un prenne soin de moi. J'allais me marier et Alice a été la dernière à l'apprendre. Après un temps de soins et de convalescence, elle a finalement pu se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant. Dans son état actuel, elle ne pouvait plus travailler en première ligne dans des situations dangereuses. Alors l'organisation a décidé de la muter dans un autre service, mais Alice a refusé. Ses collègues lui ont conseillé d'accepter, expliquant que le nouveau poste serait plus tranquille et qu'avec son éducation et ses compétences au combat, elle pourrait monter en grade encore plus vite. Obstinée, Alice a de nouveau secoué la tête en signe de refus. Ses collègues, incapables de la convaincre, se sont exclamés « Tu ne penses quand même pas à Serge, si? Il va se marier. T'accrocher à son souvenir serait une erreur. » Alice a tremblé et a relevé la tête, incrédule. Serge va se marier? C'est impossible. Instinctivement, elle a voulu nier, mais elle a croisé les regards désapprobateurs de ses collègues. Elle a finalement compris qu'ils ne lui mentaient pas. J'allais épouser une autre femme. Alice ne devient pas folle. Ses collègues la voyaient souffrir à un point tel qu'elle semblait ne plus ressentir la douleur. Elle a porté la main à sa poitrine qui saignait. Dehors, une infirmière a frappé à la porte. « Vous avez un appel dans la chambre. » Alice s'est figée, terrifiée. C'étaient ses parents. Sa mère a dit « Alice, Serge nous a envoyé de l'argent. Est-ce qu'il savait que nous étions malades ?» Le soleil s'est levé, marquant le début d'un nouveau jour. Serge se soucie de nous, n'est-ce pas? Face à sa belle-mère, Alice s'est calmée et s'est souvenue que lorsque je l'avais vue, j'avais dit que je demanderais à quelqu'un de s'occuper de ses parents. Après un moment de silence, elle a répondu « Oui, c'est ça. » La mère a aussitôt demandé « Quand est-ce que Serge va revenir? Je veux voir mon fils. » Alice a gardé le silence. La mère a hurlé en pleurant « Alice, je veux voir mon fils. » Le père s'en est mêlé aussi
et leurs sanglots résonnaient à travers le téléphone. Alice ferma les yeux, se souvenant de ma réticence à leur parler des difficultés actuelles, mais à l'idée que j'allais me marier, elle ne put se calmer. Quand les sanglots se sont tus, elle a finalement raccroché. À ce moment-là, une musique de fête s'est fait entendre. Notre mariage était fixé à la mi-septembre. Le ciel d'automne était dégagé, l'air était frais mais pas froid. Ariane m'a aidé à ajuster mon costume de mariée et m'a tendu une montre de valeur en disant « C'est la montre de ton futur beau-père, mon oncle l'a préparée pour toi ». On dit que c'est la montre qu'il portait à son propre mariage qui lui a valu une vie de bonheur avec ma tante. Finalement, le désir de Serge de prendre ses distances était tout à fait justifié. Tout ce bonheur était le fruit de nos efforts communs, et je ne pouvais ni l'enlever ni le rendre le jour du mariage. Qui ne souhaite pas avoir une famille heureuse? Avant, d'après Alice, je ne m'étais jamais soucié de ça. Mes parents n'ont pas aidé non plus. Ils ne comprenaient rien, se contentant d'écouter. Quand nous sommes arrivés chez la mariée, Marie était déjà sur le pas de la porte, si heureuse qu'elle portait presque sa robe de mariée en courant dans la ville pour distribuer des bonbons, suivie par une bande d'enfants qui criaient « Joyeux mariage !» Félicitations, félicitations. La lumière du soleil d'automne illuminait les rues anciennes, les ombres des arbres dansaient au gré du vent, l'air était frais. Tout le monde accrochait des guirlandes de fleurs. Entre le moment où nous sommes sortis de la voiture et celui où nous sommes entrés, chaque parent nous a adressé ses vœux de bonheur. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. J'observais chaque visage, familier ou non, et n'entendais que de joyeuses félicitations. Je suis resté immobile, les yeux rougis, blottis l'un contre l'autre, en serrant la main de Marie. Marie s'est retournée, inquiète, et a demandé « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as ?» J'ai murmuré « C'est grâce à toi que je peux ressentir leurs émotions. » Aussi somptueux que soit un mariage, rien ne vaut la bénédiction de la famille. Cette fois, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir atteint le bonheur. Les acclamations résonnaient si fort que même Alice, qui n'était pas à proximité, pouvait les entendre. En arrivant devant la porte, elle a justement aperçu mon sourire radieux. Même si l'ambiance était chaotique, Alice a distinctement entendu mon rire. Je n'avais jamais ri de cette façon. J'avais envie de crier au monde entier que j'étais heureux. Alice s'est souvenue du jour de notre mariage. Je souriais de la même manière, comme si je lui confiais ma vie entière. À ce moment-là, j'avais promis de prendre soin d'elle toute ma vie. Mais elle m'avait trahi. Alice, les yeux rouges, fixait les jeunes mariés de loin, telle une statue. Le mariage était si bruyant que le son semblait faire s'effondrer le muret, et les félicitations aux mariés résonnaient à ses oreilles. Le jour a laissé place au crépuscule, puis la lune s'est levée, la nuit a fait place à l'aube, jusqu'à ce que le coq du voisin chante. Alice, comme sortant d'un rêve, a bougé son corps ankylosé, réalisant qu'elle avait été témoin de mon mariage. On peut y aller maintenant, l'ont finalement pressé ses collègues qui l'attendaient. Ils ont poussé son fauteuil roulant. Ils voulaient l'éloigner de là où les femmes se rassemblaient, car elle avait déjà perdu le contrôle une fois. Ses collègues craignaient que ça ne se reproduise, mais Alice n'a eu aucune réaction. Elle était peu être épuisée physiquement et mentalement. Son regard était vide, comme si elle était déjà plongée dans le sommeil. Dans son rêve, Alice m'a vu à l'âge de 10 à 8 ans, vêtue de ma chemise de mariée, courant vers elle pour l'enlacer. Instinctivement, Alice a voulu lui rendre son étreinte, mais je me suis reculé et elle m'a vu serrer une autre femme dans mes bras, l'air extrêmement heureux. Le corps d'Alice dans le rêve frémit et elle murmura, presque désespérée, « Serge n'avait pas peur de me perdre et maintenant il m'avait perdu. »